Bonjour et bienvenue dans Parcours engagé. Parcours engagé, c'est l'opportunité de plonger au cœur de la vibration de projets sportifs, de projets solidaires, de projets innovants. Parce que je suis intimement convaincue que l'expérience s'enrichit quand elle est partagée. Parce que les coulisses de leurs projets offrent une vue plus complète du défi relevé. Parce qu'on a parfois besoin d'un modèle inspirant avant de se lancer. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Morgane et Christophe. Vous êtes tous les deux mordus de course à pied. Vous vous êtes inscrits en 2024 au Marathon de Valence en Espagne. Le 1er décembre dernier, vous avez couru cette distance respectivement en 2h50 et 3h16. Waouh, des chronos pareils. Vu d'ici, ça décoiffe. Que se passe-t-il en coulisses pour en arriver là ? Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de retourner une carte qui est sur la table et de compléter la phrase proposée. Allez, Christophe. Je commence. Vas-y. Pour moi, les 3 qualités principales d'un marathonien, c'est, je dirais, la régularité, c'est-à-dire qu'il faut courir très régulièrement, être obstiné, savoir se tenir dans une autodiscipline, et troisième, de rien lâcher en fait. Il faut vraiment de croire en ses capacités. Ouais, ok. Merci. Morgane, t'as envie d'ajouter une qualité ou un petit plus Non, c'est vraiment, je trouve, une qualité de persévérance, vraiment bien s'accrocher, être régulier et prendre soin de soi pour la récupération. Je pense que ça permet effectivement d'arriver serein le jour J. Alors, mon premier souvenir de la course à pied, c'est un 10 km pour lui d'hôpital lorsque je nageais encore. Donc, il y a presque 25 ans. Voilà. Après 2-3 sorties de course à pied, on s'est dit, on va le faire, on va contribuer à cette association. Ok. Je vous laisse retourner la dernière et vous pouvez y répondre tous les deux. J'ai choisi de courir le marathon de Valence parce que... Alors, moi, il y avait une petite... il y a un petit goût d'inachevé, ou peut-être de revanche par rapport au premier marathon. Donc voilà, Valence, c'était pour aller régler ce qui s'était pas trop bien passé à la route du Louvre. Moi, c'est pareil, c'est revanche parce que j'avais fait marathon de Rome, un bon chrono, mais je l'avais pas forcément bien vécu, j'avais dû marcher à la fin, c'était très dur. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de prendre une revanche et puis d'améliorer un peu le chrono. Voilà. Et pourquoi Valence ? Parce qu'en fait, il y a aussi le marathon de Londres, il y a le marathon de Berlin aussi, qui sont assez réputés dans les environs. Pourquoi Valence, ça vous a accroché plus que Valence, les autres ? parce que c'est le numéro 1 en termes de vitesse, avec Berlin. Il est bien catégorisé dans les plus rapides du monde. On avait un ami qui l'avait fait plusieurs fois, donc du coup, il nous avait un peu vraiment expliqué le parcours, l'organisation. Donc déjà, on avait déjà des informations là-dessus. Et puis l'Espagne, le soleil, c'était quand même assez sympa. Le coût aussi du marathon qui était moins cher que Londres ou New York, qui sont vraiment exorbitants, les prix. Donc, et puis après, c'était encore abordable. Il y a aussi l'aspect tirage au sort qu'il n'y a pas à Valence. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des temps qui nous permettaient d'avoir un dossard assuré et on devait passer par le tirage au sort. Oui. Pour Berlin comme pour Londres. Donc Valence, faut se précipiter pour s'inscrire, ça part très vite, mais il n'y avait pas cette logique de loterie, donc on savait qu'une fois inscrit, on pouvait entamer le projet de préparation. Ok, bon, super. Alors merci pour cette entrée en matière. Je vais vous demander de vous présenter, alors je vous propose de faire une présentation croisée si vous voulez bien. Donc Morgane présente Christophe et Christophe présente Morgane. C'est un sportif polyvalent, parce qu'au-delà de la course à pied, il pratique la natation, le vélo, un bon rouleur. Tu as fait le Ventoux l'an dernier notamment. Ouais. Donc, et puis il y a un Ironman à son actif l'année précédente, il me semble, en juin 22, c'était à 2022. Donc, et sportif, tu me disais, à l'âge adulte. Tardif, très tardif. Et j'ai l'impression que ça te permet aussi d'aller évacuer peut-être les tensions du travail, au-delà de prendre l'air et te faire plaisir. C'est ça.
Donc c'est ça, c'est pour compléter pour moi, donc oui, tardif. Je me suis mis quand j'ai commencé à travailler. Donc étant enfant, j'ai fait peu de sport, un peu de judo, de taïdo, pardon. Donc peu de sport. Et pareil, quand mon premier souvenir de course à pied, moi c'est quand j'étais au collège et que je devais courir 20 minutes, j'étais au bout de ma vie, donc c'est pour ça que ça m'a fait sourire ça. Donc quand on voit maintenant, pour moi c'était ça mon premier souvenir, c'était courir 20 minutes. Du coup ça me fait remonter les crosses, moi, les crosses au collège aussi, à Waterloo. C'est ça. Et donc oui, tardif, mais et aussi choisir le sport parce que un métier où je suis statique, donc besoin de me dépenser. Voilà. Et donc pour décrire Morgane, que je connais quand même depuis quelques années, mais pas forcément depuis sa tendre enfance. Donc un peu de sport étant enfant, mais surtout à partir du lycée. Et puis après avec des études avec STAPS, après kiné, donc quand même très axé sur le corps, le sport, entraîneur en natation, et puis ensuite il s'est lancé dans des trails, des gros trails, donc une grosse capacité en course à pied. J'adore courir. Et bientôt triathlète. Peut-être, en 2025. On fait une annonce d'ailleurs, exactement. On est en train de se chauffer. On dit on s'est chauffé aussi. C'est ça. Ok, et alors du coup cet objectif Valence, donc vous vous inscrivez et vous dites quoi, on va tabasser le chrono, on veut passer en dessous d'un certain seuil, voilà un petit peu votre démarche d'objectif, de plan d'entraînement global. Qu'est-ce que c'était? Comment vous y êtes pris? Moi, le marathon de Valence, je l'avais depuis un petit bout de temps, quelques jours après la route du Louvre en fait, où ça se termine difficilement. Et j'avais à cœur de pouvoir faire mieux. En fait, la préparation pour la route du Louvre a été longue. Et c'est la fin de prep qui déraille totalement. Donc déjà, je rate le premier objectif qui était d'arriver sereinement derrière la ligne de départ, de se dire j'ai fait tout ce que je pouvais, donc du coup, je suis serein. J'étais plutôt dans un mauvais état d'esprit. Et puis, la ligne d'arrivée que je termine, que je traverse à quatre pattes. Donc voilà, je m'en veux un peu pour cette fin. Et après, il faut digérer un petit peu aussi l'effort physique. Se remettre un peu et l'idée de faire le marathon de Valence est apparue assez rapidement après. Donc c'est les principaux leviers de l'inscription. C'était pas forcément le chrono, c'était vraiment le côté je veux passer la ligne d'arrivée debout et puis je veux connaître cette sérénité derrière la ligne de départ. Mais donc sans objectif, tu t'es pas dit à ce moment-là il faut que je passe sous la barre des 3 heures? À la route du Louvre, c'était l'objectif de la route du Louvre, de le faire. Donc je l'avais fait. C'était l'objectif principal de la route du Louvre, mais j'ai pas accepté la façon dont j'ai terminé le marathon. Donc c'est arrivé assez vite, cette envie de prendre sa revanche. Donc le temps après il était assez accessoire. Voilà, c'est forcément on s'entraîne, donc on va progresser. Voilà, donc c'était vraiment le côté, j'avais envie de faire un marathon propre de ce point de vue-là, quoi. Donc c'était vraiment le principal motif. Et après on a discuté avec Christophe. Christophe, il avait aussi a priori 2-3 petits trucs aussi à régler ou à améliorer en tout cas. C'est pareil, pour dire c'est quand même mon 6e ou 7e marathon, donc je l'ai fait quand même quelques-uns. À chaque fois j'ai réussi à améliorer un petit peu mon chrono. Et là, déjà à Rome, j'aurais bien aimé faire 3h15 et puis en fait, le classique, un mur du marathon, au 32 ou 33, on commence à exploser, à avoir chaud, après à marcher, à limite cramper, c'est vraiment très dur. Et même si au final on a fait entre guillemets un bon chrono, 3h21 c'est un bon chrono, on n'est pas forcément content de sa course. C'est ça qui est paradoxal, parce qu'on dit c'est un bon chrono, ouais mais j'ai marché, c'était dur. Et donc voilà, je voulais refaire un marathon vraiment avec un plan aussi, c'était ça aussi qui est important avec Morgane, c'est que du coup on a suivi un plan assez similaire, enfin pas avec les mêmes entraînements, mais en même temps en fait, et de partager ça c'était bien. Et voilà, et donc de me rapprocher des 3h15, c'était vraiment mon but ultime. Bon, j'étais à 3h16, mais c'est vraiment génial parce que après sur la course, le déroulé de la course était vraiment très bien. Donc voilà, moi c'était vraiment l'objectif d'améliorer mon chrono et également de finir, c'est même le seul marathon que là j'ai fini, on va dire, je trouve dignement, bien. On a une bonne tête à l'arrivée. C'est ça. Oui, en étant bien, finalement, vous avez un peu cette même vibration de dire faut profiter vraiment de toute la distance. Voilà. Exactement. De l'ambiance, parce que l'ambiance est vraiment folle là-bas.
Oui, là, voilà. Et parce qu'on était bien préparé, on l'a bien vécu parce qu'on était aussi très bien préparé. Et du coup, comment vous préparez? Est-ce que c'est toi, Morgane, qui prépare toutes les séances, est-ce que vous achetez un plan? Comment vous... Ouais. Alors en fait, je me suis toujours entraîné tout seul, avec mes propres plans, etc. Mais je souffre un peu du syndrome du mauvais entraîneur pour soi-même. C'est-à-dire qu'on a toujours peur de soit faire pas assez ou trop. Dans mon cas, c'était pas assez. Donc là, pour le marathon, qui est une distance quand même qui me fait peur, je me suis dit, je pose mon cerveau et j'achète un plan et je suis le plan pour déléguer en fait ce doute à quelqu'un d'autre. Et après, l'idée du plan long, c'est aussi, voilà, on réfléchit à ce que c'est qu'un marathon, on l'imagine, sur la durée de l'effort, l'exigence physique, mentale, mécanique, nutritionnelle. Et du coup, c'était aussi l'idée du plan. C'est-à-dire que les séances sont proposées et moi, j'ai plus qu'à gérer ces à côté de renforcement, de nutrition, de tests. Donc là, pour le coup, j'ai pas fait les séances. Non. Et on a souscrit, enfin, moi, j'ai acheté un plan qui a duré plusieurs semaines. Et pareil, tu as le même fournisseur de plans. Hein, voilà, on peut dire c'était Campus. Coach, c'est très bien fait, c'est très progressif. C'est ça, ouais. Et ça propose des plans longs. Et pour moi, préparer un marathon, c'est forcément s'inscrire dans la longueur. Donc, c'est quoi comme ordre de longueur? Parce que j'ai vu 8 à 12 semaines, mais sur combien de temps, à partir de quand c'était 3 mois, toi c'était quand même beaucoup plus long. Alors, moi, le plan, c'était jusque 33 semaines. Donc, c'est 6 mois et demi. Ah oui. Ça, c'est le début du plan, on dira, officiel. Pour la route du Loup, j'avais fait 27 semaines. C'est énorme. Je m'attendais pas à autant de temps. Après, le plan en lui-même, on reconnaît bien le moment où ça démarre. Le 27 semaines de la route du Louvre, c'était vraiment bien axé. Là, ils ont changé un petit peu. Ils proposent quelques semaines de préparation. Je dirais que là, le plan en lui-même, c'était 24 semaines avec 9 semaines de préparation. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi 9 semaines de préparation? En fait, plus un développement des qualités de base, des qualités physiques. En fait, on essaye de monter les curseurs avant d'aller attaquer vraiment le gros du spécifique marathon. Et encore sur 24 semaines, ils montent encore les curseurs, c'est-à-dire les vitesses supérieures au marathon. On te les travaille pour que l'effort objectif du marathon te paraisse moins difficile en fait sur le plan du ressenti. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà. C'est 3 mois. Souvent, c'est 3 mois vraiment de pur plan sur les 3 derniers mois. Là, ils sont vraiment sur du 20 semaines, 24 semaines. Ouais. C'est parce qu'en fait, sur les principes de l'entraînement, pour développer des qualités physiques, on aime bien 3 à 6 semaines pour être sûr que la qualité physique développée soit vraiment développée. Que ce soit pour développer de la VMA, du seuil, etc. Donc, globalement, eux, ils fonctionnent en quinconce et donc ils font 6 semaines de VMA, ils intercalent 6 semaines ensuite de seuil, par exemple, et les 3 dernières semaines de VMA chevauchent les 3 premières semaines de seuil. Et en fait, ils construisent leur plan comme ça, et ce qui donne des plans vachement longs. Mais pour moi, c'est ce qu'il fallait pour un marathon. Et puis, ça permet de donner du temps pour travailler la nutrition également. C'est-à-dire que tu as des sorties longues, qui sont pas toutes à 2 heures, hein. Au départ, ça départ à 1h10, 1h20. Mais déjà, d'emblée, tu peux travailler aussi la nutrition, puisque ça s'entraîne également. Donc, ton corps à absorber ce que tu lui donnes, à l'utiliser. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me sentais vraiment en sécurité, on va dire, de préparation, de partir sur des plans aussi longs. D'accord. Du coup, vous avez pas vraiment commencé en même temps, finalement. Non, moi, c'était clairement, parce que c'est vraiment 3 mois souvent, ce qu'on entend au marathon, c'est 3 mois. Et quand on dit 3 mois, faut pas partir vraiment de débutant. C'est-à-dire qu'il faut quand même déjà avoir des bases. C'est ça, c'est que tu cours. Je courais quand même déjà beaucoup. Et après, c'est vraiment 3 mois où là, on part vraiment dans un peu de VMA, après du seuil, du spécifique. Mais donc, il faut déjà avoir des bonnes bases avant de commencer le plan de 3 mois. Mais c'est vraiment ce socle de 3 mois, parce qu'après, les dernières semaines, c'est sur de l'affûtage, donc ça baisse bien. Donc je dirais qu'il faut pas s'y prendre en disant dans un mois il y a un marathon, je vais m'y mettre. Non, il y a quand même un minimum de semaines à faire qui pour moi est de 3 mois. Et puis ce minimum là, ça permet aussi de minimiser les risques de blessures. Donc,
et te protège. Ce serait quoi du coup le socle finalement minimum avant de s'engager dans la prépa des 3 mois vraiment intense? Parce que là tu dis je courais beaucoup, ça représente quoi? C'était 3 sorties, c'est toujours la régularité, 40... je dirais c'est plutôt la régularité de courir au moins 2 voire 3 fois par semaine. Je sais pas si c'est déjà 10 km, avec des fois un peu de variation d'allure, pour moi c'est déjà très bien, quoi. Après en volume, bon... Je sais pas trop. Je peux pas dire. En fait, c'est 22 km, je sais pas, entre 20 et 30. Quand on est à l'aise sur 20 km, on peut se lancer dans un marathon ou... Moi, je reste sur ce que dit Christophe, c'est vraiment le côté régularité et limite côté fréquence. Parce que les blessures en course à pied, elles sont liées la plupart du temps à une variation trop brusque du volume. Donc soit tu pars de zéro et puis tu augmentes trop vite et à un moment donné ton corps... ou soit t'as une base trop irrégulière et quand tu dois te mettre à la régularité, c'est pareil, ton corps il n'arrive pas à récupérer suffisamment et éviter la blessure. Donc je pense que quel que soit le volume kilométrique, c'est plutôt en termes de fréquence d'entraînement. Peut-être de se dire, si j'arrive effectivement à encailler 2-3 séances par semaine de manière régulière sur plusieurs mois, le corps est capable d'aller chercher 3 sur 3 mois, voire même une petite 4e si nécessaire. Pour s'adapter encore plus et sans blessure en fait. Donc je dirais c'est plutôt effectivement le côté régulier. Faut pas chercher forcément un kilomètre précis, dire faut que je fasse 30 km parce que 30 km entre quelqu'un qui court vite et quelqu'un qui court beaucoup moins vite, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment le corps, courir régulièrement. Pour moi c'est la règle d'or. Et progressivité, c'est ce que je dis toujours, progressivité, de mettre soit on dit entre 5 et 10%, pas plus, soit par semaine, soit en volume, soit en intensité. Donc de pas essayer de dire voilà, un jour j'ai fait 20 km une semaine et le lendemain j'en fais 40. Non, le corps il va pas aimer, il faut passer à 23, 24 km et progressivement. C'est pour ça que ça prend du temps, comme il dit Morgane, là sur 24 semaines c'est long, mais il faut laisser le temps au corps à s'adapter et être habitué et après ça passe bien, le corps encaisse en fait, encaisse très bien. Et donc ça représente 3 sorties par semaine à peu près, là sur vos 2 plans, vous êtes à 3 sorties par semaine dans le... Pendant le plan c'était quand même plus que 4 ça. 5 moi j'étais à 5 séances semaine, j'en doublais, j'en mettais une 6e quand je pouvais, mais tout petite, toujours pareil dans l'idée mécaniquement de solliciter, elle faisait jamais plus de 5 km pour solliciter l'adaptation encore mécanique, et il y avait 2 séances de renfort également. Une dans le garage. C'est quoi quand tu dis renfort, c'est quoi, du vélo d'appartement, c'est des exos sur un tapis? Alors c'est du mix, et puis après, de mon point de vue, c'est là où ça va être kiné, c'est vraiment ciblé sur les muscles qui contribuent à la propulsion, on va dire ça comme ça, en course à pied, donc vraiment beaucoup de chaînes postérieures, avec des qualités de rebond, donc un peu de corde à sauter, un peu de... Puis de la charge. Et puis après, il y a la charge, des squats avec des barres lestées. Dans le garage, on a chargé correctement, mais c'était... Après, dans l'idéal, il aurait fallu charger beaucoup plus sur des notions de charge que tu peux soulever 1 ou 2 fois. Tu sais, dans des séries, tu peux pas la soulever une 3e fois. T'as d'autres qualités d'adaptation qui interviennent, mais ça, il faut être en sécurité. Donc tu peux pas le faire tout seul dans ton garage. Et même au cabinet, j'avais un rack, on était allé une paire de fois, mais c'est pareil, sur des grosses barres, on est quand même pas en sécurité. Il vaut mieux du guidé, ce qu'on n'a pas au cabinet, mais voilà. Donc c'était vraiment axé sur de la chaîne musculaire postérieure, les fessiers, les ischios, un peu les quadris, tout ce qui est mollet et les qualités de rebond. Et un peu de gainage aussi, pour saupoudrer. Voilà. Donc vous avez réussi à faire des séances de renfort ensemble aussi? Ouais, c'est ça, tout le mardi soir. Et moi c'est pareil, je faisais 5 séances dans le plan Campus Coach. Et après j'aimais bien faire un peu de croisé, donc si je pouvais, de temps en temps un peu de piscine, parce que ça permet aussi de détendre, aussi de récupérer et de faire une petite activité cardio ou un peu de vélo, ne serait-ce que du vélo taf, d'aller travailler en vélo, ça fait vraiment du bien aux jambes. Donc voilà, l'entraînement croisé c'est très important, et quand on dit entraînement croisé, ça ne remplace jamais une séance du plan, ça c'est très important. Faut pas dire je peux plus faire ma séance, donc je vais faire une séance de vélo, mais c'est toujours du petit plus, c'est du petit plus qui permet de récupérer et qui est bon à prendre.
Alors en fait, moi je suis quand même hyper surprise que ce soit autant de temps, enfin autant de séances. Je m'attendais pas à ce que ce soit. On s'est engagé. Après, c'est aussi, je dirais que c'est par rapport aussi au chrono. Peut-être Oui. quelqu'un qui voudrait faire peut-être 4h, 4h30, Ouais. c'est pas nécessaire de faire 5 séances semaine. Peut-être que 3 voire 4 serait largement suffisant. Ouais. Et par contre, je pense qu'à un certain chrono, il y a besoin de faire différents types de séances dans la semaine. Une séance longue, ça c'est vraiment Ouais. c'est indéniable, une séance de qualité, des séances d'endurance fondamentale. Donc on a besoin de ce stress-là à mettre. Et... C'est ça. Ouais. Après, on est dans des plages de niveau où en fait il y a une grosse corrélation entre le volume que tu peux faire à l'entraînement et la performance. Ça veut Donc, dire que plus tu vas faire de plus volume, tu cours, ouais. plus tu vas être performant sur marathon. Ouais. Alors après, il y a des optimisations via les séances spécifiques de qualité VMA, etc. Mais vraiment, c'est bien démontré, plus tu cours, plus tu es performant sur marathon. Donc, c'est pour ça que tu peux arriver à 5, 6 séances par semaine. Et encore là, pour les petits amateurs que nous sommes. C'est ça. Et après, ça peut doubler. C'est pour donner peut-être des repères. Enfin, moi, personnellement, j'ai passé plusieurs fois les 80, entre 80 et 90. Toi, tu étais à 100. Ouais. Voilà. Et les kilomètres par semaine. Oui, semaine. Et les pros, ils sont à plus de 200. Pour dire, les Kipchoge, ils sont à 250. C'est leur métier, mais Oui, pour dire, ça, on est un peu une équivalence. C'est un peu de cet ordre-là. Ouais. Parce qu'après, il faut les caser. Enfin, dans la semaine, où vous mettez vos entraînements, parce que le volume, là, du coup, moi, je me dis, mais vous dormez plus. En même temps, il faut récupérer, si je comprends bien. Et voilà, comment vous placez vos horaires et comment vous faites quand vous avez quand même des impératifs ou j'imagine que vous avez peut-être eu un peu la crève pendant la période. Comment est-ce que vous rattrapez Alors moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, ce qui est bien aussi avec Campus Coach, par rapport peut-être à certains plans où des fois ils disent, voilà, le lundi, il faut faire ça, le mardi, il faut faire ça. Campus Coach, ils sont assez libres en disant c'est séance 1, séance 1, séance 2. Par contre, on peut les mettre un peu dans le sens qu'on veut. Bon, après, il y a une certaine logique quand même de ne pas mettre toutes les séances qualité les unes les jours après les autres. Ça, c'est du bon sens. Mais donc moi, personnellement, c'était le dimanche soir. Je regardais un peu dans ma semaine professionnellement ce que j'avais, les réunions potentielles le midi ou après même personnellement. Si le week-end d'après, je savais qu'il y avait des activités, des choses comme ça. Donc, je réfléchissais une semaine à l'avance pour voir où je pouvais caser. Et donc, c'est ça qui est important, c'est déjà de visualiser, de dire, voilà, le lundi, normalement, lundi midi, je peux faire ça, pour déjà mentalement, visualiser ça. Et puis ensuite, de les réaliser, de se laisser des fois des petits jokers en disant, si jamais là, j'ai pas le temps, que j'ai un imprévu, je peux avoir ce backup et je peux faire tel autre jour. Ça, c'est important. Ouais. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais et je faisais vraiment de semaine en semaine, de regarder de semaine en semaine. Moi, je suis un peu plus rigide. Parce que, pour les caser, les 5 séances, comme je suis libéral, en fait, j'ai fait l'emploi du temps qui me permettait de caser les séances, la plupart des séances le midi. La plupart des séances le midi, donc le lundi, le mercredi. Je savais que le jeudi, après le travail et avant d'aller chercher les enfants à l'école, je pouvais caser une séance. Et puis après, il y a le week-end où là, effectivement, ça avait été défini sur le planning que le samedi matin, c'était la sortie longue et le dimanche, c'était la sortie de récup. Là, moi, j'avais pas trop de joker finalement. Et quand il y avait des imprévus, j'ai toujours réussi à finalement placer la séance qu'il fallait. Oui, des fois, tu te lèves un peu trop tôt parce que tu as l'anniversaire du neveu qui habite loin et du coup t'es attendu à midi sur la côte d'Opale, donc tu te lèves à 6h du mat pour aller faire ta sortie de 2h30. Voilà, donc c'est là qu'on va dire sur la qualité des disciplines, de dire on a un objectif et du coup de dire mais il faut la faire, donc on se lève parce qu'on sait qu'il faut le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après moi j'aime pas rater les séances, donc s'il fallait modifier, je modifiais, mais ça se produisait que le week-end. Après, l'emploi du temps professionnel était vraiment bien figé, donc je savais que j'avais telle plage horaire ces jours-là, et ça se passait bien. Et donc le mardi, c'était le renfo. Alors la deuxième séance de renfo, par contre, c'était plutôt au cabinet, et là c'était entre 2 patients, si j'avais une annulation, 30 minutes, hop, c'était une micro-séance en fait, où je soulevais aussi lourd que ce que je pourrais tout seul pour rester en sécurité, etc. Donc ça prenait jamais plus de 20 minutes, donc ça se casait bien entre
au cours d'une absence, quoi. Donc, Du coup, c'est assez... finalement, ça occupe tout votre esprit de programmer vos séances, de se dire à quel moment je peux le mettre, voilà, vous travaillez autour. Est-ce qu'il vous reste un peu de disponibilité mentale pour envisager d'autres choses, pour la vie de famille Il faut penser aussi à autre chose. Comment vous arrivez à jongler Alors moi si je pense pas course à pied, je pense chaussures. C'est quoi la prochaine paire? En fait, moi je dirais c'est plutôt c'est qu'à ce moment-là, c'est ça qui devient un peu la priorité par rapport peut-être à d'autres loisirs qu'on peut avoir à côté. Donc c'est toujours un peu de voir qu'est-ce qu'on met en avant. Donc là, pendant les 3 mois, oui, le marathon c'était plus ça la priorité. Et donc c'est ce qui occupait peut-être plus l'esprit. Et après de dire oui, après le marathon, du coup j'aurai peut-être plus de temps pour faire autre chose. Mais oui, c'est vrai qu'on y pense, mais en même temps je me dis que plus on se prépare à l'avance et qu'on anticipe les choses, plus en fait l'esprit il est plutôt clair. Si moi je disais le dimanche soir, je réfléchissais comment je vais faire mes entraînements. Après la semaine, je savais que les midis, je sais que moi j'ai la chance de pouvoir courir le midi, donc c'est très bien. Donc je faisais quasiment tous mes entraînements le midi, sauf le week-end, une fois par semaine, le week-end. Et du coup ça se passait très bien, j'avais cette clarté d'esprit et donc tout se déroulait bien sans me dire comment je vais faire ma séance, là je suis en retard par rapport à ça. Et voilà, et le fait de suivre un plan, ça libère bien l'esprit. Et est-ce que vous avez embarqué d'autres personnes de votre entourage? Alors ça peut être vos compagnes, vos enfants, des collègues par rapport à ce projet. Est-ce que vous leur en avez parlé? Est-ce que vous avez invité d'autres à vous suivre ou à se mettre dans le mouvement? Est-ce que vous avez partagé ce projet? Ou est-ce que vous l'avez gardé, c'était plus une affaire perso et... Moi j'ai embarqué Seb, mon collègue, qui est venu avec nous courir le marathon, qui a suivi aussi une belle prépa. Donc là, oui, effectivement, on était à 3 sur ce week-end-là. Et après, il y a le partage effectivement avec la famille. Après, c'est quelque chose, on en discutait en préambule, c'est quelque chose d'envahissant. On n'est pas tout le temps psychiquement aussi disponible, donc ça prend un peu de place. Donc forcément, les enfants, Hélène... sont impliqués dans le projet. Après, je dirais que c'est tout. Il y a une sorte de partage peut-être sur Strava, tout simplement. Alors, quand je dis ça comme ça, je le fais pas pour le montrer sur Strava, mais le fait d'avoir partagé ça, j'imagine que certaines personnes ont regardé un peu comment ça marche. Ça intéressait les gens. Moi, c'est ce que j'aime pas le côté trop voyeur de montrer tout ce que je fais. Alors, vous avez vu ce que je fais. Mais par contre, il y a des gens qui apprécient parce que du coup, ils voient justement le cheminement du plan et ça peut donner envie. Et moi, c'est ça que je trouve très bien, c'est que moi, ça vous dit grâce à ça m'a donné envie de. Et je dis c'est bien, c'est le but à rechercher, c'est cool. Il y a aussi le côté pour avoir suivi plusieurs prépas de camarades Gondes-Courtois où on les voit progresser sur leur plan. C'est très inspirant et ça fait limite la petite série. Alors, au lieu de regarder sur Netflix, on regarde sur Strava et puis tiens, il a sorti sa série, bravo. On envoie un kudos et puis et donc il y a ce côté partage en fait du coup indirect où effectivement on montre un peu aux gens comment ça marche. C'est ça. Et puis après, moi, j'ai un peu parlé de ça à mes patients aussi. Donc, j'ai Jacqueline, 82 ans, qui a suivi le live, qui m'a envoyé un petit bravo après. Donc, c'était sympa de ce point de vue-là. Donc, je pense que sur le partage, il y a ce partage direct au sein de la cellule familiale, et puis après, les copains, et puis après, ce truc un peu plus public. Vous avez tout mis, vous avez mis toutes les séances, parce que j'ai écouté un podcast récemment où ils disaient que ils mettaient pas forcément tout, et celles où ils avaient un peu eu du mal, ils mettaient pas. Moi je mettais. Justement, je trouve que c'est bien aussi des fois de dire on est humain, des fois ça va pas, on n'a pas réussi, on est un peu déçu. Faut pas mettre que le bon côté, de dire regardez, je suis fort, j'ai fait que ça, tout se passe bien. Vraiment, des fois on fait une séance, mais on n'est pas content, ça se passe pas bien. Mais c'est justement, je trouve que ça relativise en fait. Et ça fait redescendre les pieds sur terre, quoi. Donc, moi, je crois que j'ai quasiment peut-être tout. Après, des fois, il y a des toutes petites séances où j'en parlais pas forcément parce que je trouvais ça anecdotique, mais globalement, oui. Après, c'est même sur le plan, pour dire aussi, sur les 5 séances semaine, je trouve qu'il n'y a qu'une séance que j'ai ratée. Aussi, quand tu parlais tout à l'heure de dire, par rapport à l'organisation, tout ça. Sur tout ton plan? Sur tout le plan, j'en ai raté qu'une, parce qu'une semaine où
avec le planning, je sais pas, peut-être par rapport à des congés, des choses comme ça c'est pas bien goupillé et j'ai pas réussi à la caser. Mais c'est aussi pour dire que si les gens se disent ah j'en ai raté une, ça y est c'est fini, bah non, en fait on a le droit de rater par-ci par-là, c'est pas forcément le plus grave. Moi je mets tout aussi sur Strava parce que j'ai pas envie de me demander selon quels critères je devrais ou pas mettre la séance. Donc je mets tout, en fait c'est une question qui me traverse pas. Je mets, et après je commente rarement parce que c'est je mets la séance, je décris et puis voilà. Et après sur la totalité du programme c'est pareil, j'ai pas fait peut-être 2 ou 3 séances en tout parce qu'il y avait on avait du T4M avec Hélène, donc bon, les séances de F, j'ai quand même estimé que c'était bon. 40 km en montagne, à monter, à descendre, ça vaut bien les séances de F. Et puis ouais, non, ça s'est bien passé. Ouais, non, je me suis pas posé la question de filtrer. Et alors, en termes de nutrition, qu'est-ce que vous avez changé, on va dire peut-être autour, dans votre quotidien, et puis au sein de vos séances, qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez des choses spécifiques, des boissons de préparation, des trucs pour récupérer? Comment ça se passe? Voilà, le pan nutrition. C'est hyper important. C'est des choses que les gens ne pensent pas forcément. La nutrition, les gens ils disent bah, je cours, voilà, et puis après je vais y arriver. Mais en fait, sur un effort aussi long, c'est très important de savoir comme disait Morgane, d'avoir entraîné son corps à manger. C'est bête à dire, mais de l'habituer à savoir prendre des glucides régulièrement. C'est toujours une question de régularité, de faire ingérer à son corps du sucre, de l'eau, régulièrement, dans les bonnes quantités, pas trop, mais pas non plus la bonne quantité, pour que le corps il arrive à encaisser l'effort. Donc ça, c'est plutôt pendant la course. Donc ça, c'était pendant les sorties longues où du coup, on s'entraîne. Donc après, ça dépend aussi du poids de corps et de savoir quelle quantité souvent on peut ingérer de glucides par heure. Donc moi, je sais que j'étais plutôt à 35 grammes, je crois, peut-être un peu plus. Ça dépend des corps. Hein. Et pareil, les pros, je crois qu'ils peuvent monter à 80 grammes. C'est voilà. Plus haut même. Avoir plus haut, mais après, c'est parce que aussi ils sont qu'à 2 heures d'effort. Enfin, je sais pas comment ils arrivent à faire, mais il y a un entraînement aussi du corps à savoir ingérer autant de sucre. Donc ça, c'est pendant la course. Je sais pas si tu veux compléter. Alors oui, pendant la course, en fait, l'idée c'est de tester tout à l'entraînement. Donc de tester pour avoir les déconvenus qu'il faut, pour persévérer si on pense qu'on peut persévérer, notamment les premiers gels qui passent difficilement, et puis en fait à force de répéter on constate que le corps accepte et arrive à faire ce qu'il faut avec ce que tu lui mets, quoi. Comme disait je sais plus l'autre, mais il faut savoir quelle quantité de bûches tu dois mettre dans la chaudière pour la faire tourner. Donc ouais, les pros ils peuvent monter à 90, 95 en fait, ça cette donnée pour l'entraînement, moi ça m'a vachement aidé parce que je me dis c'est aussi un facteur discriminant entre le coureur du dimanche et puis le professionnel. C'est que son tube digestif, il sait quoi faire avec ce que tu lui donnes. Donc c'est toute une chaîne, hein. C'est l'acceptation par l'estomac, après le tube digestif, l'assimilation par le corps. Une fois que ça arrive dans le muscle, l'utilisation qu'en fait le muscle. Donc c'est vraiment tout ça qu'on peut entraîner. C'est pour ça que aussi je suis assez fan des préparations longues parce que le tube digestif, j'ai aucune notion sur le temps que ça prend à entraîner, mais je sais du coup que ça s'entraîne. Donc donc on teste plusieurs produits. Il y a des produits qui passent un peu mieux que d'autres. On essaye de voir la quantité de glucides à l'heure qu'on doit ingérer. Et l'idée, c'est de voir s'il y a les coups de barre qui arrivent, parce que les sorties longues, quand même, poussent dans les retranchements énergétiques. Elles sont là justement pour ça, c'est de dire on va vider les réserves, donc à toi de voir un peu comment tu t'y prends pour faire en sorte qu'elles ne soient pas trop vides en fait, et éviter le coup de bambou pendant la séance. Donc faut vraiment s'entraîner à tester plusieurs choses, parce qu'après on a des affinités forcément. Et après l'alimentation au quotidien, moi je suis assez attiré par la malbouffe, donc déjà ça c'est facile à supprimer. et après je dirais que c'est une alimentation équilibrée et ne pas hésiter à
quand même bien recharger les batteries sur le plan glucidique. Donc privilégier quand même les pâtes, le riz, le boulgour, quinoa, tous ces trucs-là qui ont une bonne valeur énergétique. Après les séances. Les légumineuses du coup, les légumineuses qui ont vraiment la propriété d'avoir à la fois du glucide mais aussi des protéines dedans pour reconstruire le muscle. Après les longues séances, on dit après avoir fait une grosse séance de manger des protéines, donc du poulet par exemple, ça peut être très bien pour reconstruire, c'est un peu moins gras, pour reconstruire le muscle. Et bien manger, parce que aussi on entend souvent des fois, j'ai l'impression que le marathon ou la course à pied peut être un outil pour perdre du poids. Alors voilà, quand on prépare un marathon, faut sortir de ça, parce que si on mange pas assez, c'est la blessure ou c'est le burn-out, c'est voilà, c'est les séances qui passent plus. Donc faut bien recharger les batteries. Franchement, une alimentation équilibrée est suffisante. Il n'y a pas d'optimisation particulière, si ce n'est peut-être un peu plus de glucides, mais et voilà. Et donc, vous n'avez pas demandé un accompagnement avec un nutritionniste ou un diététicien? Comment vous faites votre calcul de glucides? Il y a une formule? Ça, c'est sur Internet, puis c'est Morgan qui savait que c'est connaissait, mais après, on trouve des choses sur Internet qui expliquent le glucide en fonction du poids de corps, il y a ceci. Alors ça c'était un peu la quantité de glucides stockés dans les muscles. Et le truc, quand tu disais tout à l'heure le nombre de glucides que je peux prendre par heure, ça correspond à quoi? Sur le plan alimentaire à la maison, ça j'avoue, moi j'ai pas trop fait gaffe sur la quantité. En tout cas, je me suis jamais restreint. Voilà, je mange à ma faim et je me suis jamais dit là je vais peut-être manger de trop. Au contraire, je me disais non, je dépense tellement d'énergie que voilà, je reprends une assiette s'il faut, il y a pas de problème, de toute façon ce sera éliminé. Après sur le plan de la course ou de l'entraînement même, alors moi il y a quelques années, parce que quand même la sphère digestive c'est pas mon fort, pour pouvoir augmenter les distances en trail, voilà, j'ai consulté un diététicien qui lui aussi faisait du trail. Donc à partir de là, on a commencé à partir sur des valeurs de glucides assez standards. Au début, 35-40 grammes de glucides, et puis on a essayé de déterminer les doses avec les entraînements. Moi, je lui faisais des retours sur ce que j'avais ressenti pour essayer de déterminer la dose optimale. Donc là, oui, effectivement, il faut que tu le calcules, que tu le ressentes pour être certain de... En fait, le marathon, c'est une synthèse, je trouve, entre les exigences de vitesse du SMI, du 10, où on pense que, c'est vrai ce que disait Christophe, on pense souvent qu'à l'aspect physiologique, cardio-pulmonaire, mais en fait, la caisse, quoi. Mais en fait, il n'y a pas que ça dans le marathon, il y a aussi le côté trail, où en fait, il faut pouvoir alimenter la machine sur la durée, parce que c'est quand même des efforts de 3 heures et plus. Donc il faut il n'y a pas de réserve énergétique suffisante dans le corps pour tenir 3 heures sans s'alimenter. Donc c'est pour ça que c'est une bonne synthèse entre le trail et puis la course à pied de vitesse. Donc après, c'est des essais-erreurs avec et donc du coup tu vois un peu ton gel et ce qu'il t'apporte quand tu l'ingères. C'est souvent des gels de 25 grammes. Je crois que c'est ça à peu près, parce que si tu fais plus, comme tu le prends d'un coup, après le système digestif il peut vraiment pas aimer du tout. Et après, tu as tes boissons énergétiques. Alors, il y en a qui partent, comme Max, lui, il part qu'avec des gels. Oui. Et moi, je suis plutôt partisan de partir avec mes petites flasques de 250 aussi, dans lesquelles il y a du sucre. Et donc, moi, on avait fixé entre 60 et 70 grammes à l'heure pour éviter le coup de bambou. Donc du coup, vous préparez rien, vous prenez pas de produits bruts, je sais pas, moi j'étais avec des idées de raisins secs, on entend quelquefois je prends du saucisson, là vous avez pas du tout tablé sur les produits. C'est ça sur le trail peut-être, c'est plus le trail, pour avoir du sel, tout ça, mais là sur un marathon... avec votre objectif, c'était... Non, c'est pas... C'est que des produits, on va dire, très industriels, et je veux dire, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Moi c'était des pâtes de fruits, j'ai toujours fait avec des pâtes de fruits. Et ça marche très bien, parce que pâtes de fruits, voilà, c'est très simple en fait. Moi, les gels, je suis moins fan parce que je peux aller à un côté peut-être un peu plus chimique. Et voilà, pâtes de fruits, je me dis, c'est peut-être dans ma tête, mais plus naturel, c'est du sucre. C'est un peu de fruits, puis du sucre. Donc voilà. Et après, si je rebondis sur les repas, on va dire, en dehors des séances, en fait, c'est un peu naturel aussi de vouloir bien manger. Je pense qu'on fait un plan. Je sais pas, après, c'est peut-être mon état d'esprit, mais de dire. On fait beaucoup d'efforts, donc quand on mange, voilà, peut-être que naturellement le cerveau il va choisir des aliments qui sont bons pour la santé, peut-être un peu plus de saumon ou de poulet que de manger un gros steak bien saignant.
Sachant que, quand même, de dire qu'on a le droit de se faire plaisir, hein, c'est pas parce qu'on fait trop mode de trucs qu'on va dire non, je mange pas un burger ou je mange pas une frite. Non, c'est pas ça l'idée, mais je pense que naturellement, enfin, moi, personnellement, j'avais tendance à peut-être choisir des produits de meilleure qualité en me disant bah, c'est bon aussi pour moi, pour mon entraînement. C'est vrai que je me suis inconsciemment, je pense que cette réflexion là aussi je l'ai eu de dire voilà, je sais que je me fais du bien en mangeant ça. Et après coup, on a le droit de se lâcher, de dire bah voilà, maintenant c'est passé. Et après coup, on a le droit de se lâcher sur la raclette, sur la tartiflette. À ce moment-là, mais c'est pareil, peut-être en parler de l'alcool, ça c'est souvent quelque chose, c'est un point qui revient. J'allais parler de l'hydratation. Ah, donc ça l'hydratation. fait partie Mais c'est ça, ouais. Du coup, dans l'hydratation, vous prenez pas d'eau toute simple. Il y a toujours des choses à ajouter. Tout à l'heure, tu parlais de mettre d'ajouter en course alors il y a en course et puis après hors course, à côté de la course. Alors là, moi, l'hydratation, ça me demande un effort parce que je bois toujours très peu. Donc il y a aussi ça, c'est de bien s'hydrater pendant le plan, on va dire globalement, parce que ça permet aussi d'améliorer la récupération. Donc bien penser à boire tout simplement et de l'eau. Enfin, je veux dire, de temps en temps une petite bouteille de ceinture. Enfin, moi à la fin du plan, j'aime bien alterner avec de la ceinture, de la Rosana pour ce que ça apporte en plus de l'eau. Par contre, effectivement, en course, voilà, plus souvent des boissons sucrées pour apporter effectivement, toujours pareil, apporter la quantité d'énergie nécessaire pour que tu faiblisses le moins possible à arriver à la fin de la course. Ouais. Donc, et eau pure aussi, dans les ravitaux, on chope la bouteille et puis on boit quelques gorgées d'eau pure. Fait du bien aussi, ça. C'est vrai que pour mon cas, du coup, sur le marathon, donc au niveau de la nutrition, je suis parti qu'avec mes gels, j'ai pris que ça. Enfin, pas mes gels, mais pardon, mes pâtes de fruits. Et en boisson, j'avais 2 flasques de 500 ml avec des pastilles, avec dedans du sel, des sels minéraux, tout ça. Pourquoi ? Parce que souvent, si on prend que de l'eau pure, en fait, on perd quand même du sel, on transpire. Donc je sais que par expérience, ça m'est déjà arrivé quand on termine un marathon puis qu'on est tout blanc, on dit c'est bizarre, je suis tout blanc. En fait, c'est qu'on a perdu beaucoup de sel. Donc là, j'ai beaucoup axé là-dessus. Donc j'ai bu minimum 1 litre. Et après, il y avait aussi des bouteilles qui étaient fournies sur le parcours. Mais donc voilà, au niveau de la course, je l'ai géré comme ça pour la nutrition et l'hydratation. Et sinon, pour l'hydratation, pour en revenir avant, donc pendant le plan, de toujours bien boire beaucoup. C'est vraiment un truc pareil qui est vraiment pas négligé pour que le corps puisse récupérer parce qu'on fait des séances longues. Et pour éviter d'avoir des problèmes au niveau des tendons, combien de gens ils disent j'ai un peu mal aux tendons. Des fois, ça peut être aussi un manque d'hydratation. Donc ça, c'est hyper important. Le matin, on prend une gourde de 700 ml. Il faut se dire, voilà, à minimum, il faut que je bois ça. Mais en plus, à côté, bien sûr, on boit pendant les repas, on va boire un café, même si c'est diurétique, il faut boire d'autres boissons. Mais de dire, je pars avec ma gourde le matin et à minimum, je bois 700 ml, voire 1 litre, c'est important. À nouveau, il y a régularité. Il y a régularité, c'est ça, ouais. C'est prévoir, anticiper en fait. Et quand on pense tout ça, ça devient après naturel. Le matin, on fait sa gourde et puis ça se fait naturellement. Et après, pour terminer sur l'hydratation aussi, du coup, moi j'engage une cure de maltodextrine 3 jours avant la course. Donc c'est une boisson, qui permet de recharger au maximum et le foie et les muscles en réserve énergétique. Je le fais parce que ça remplace pas la surcharge glucidique qu'on fait avec les pâtes, le riz, etc. les quelques jours avant le marathon, mais ça optimise et c'est mieux assimilé par le corps. Donc voilà, là pour le coup c'est une optimisation pour bien gonfler foie et muscles en sucre, on va dire ça comme ça. Toi, je sais, Christophe, tu l'as fait pas. Moi, je l'ai fait à mon premier marathon. Bon, j'ai pas vu, forcément, c'était mon premier marathon, je l'ai pas vu un effet. Après, moi, c'est le côté toujours un peu chimique de poudre. Donc, pour la petite anecdote, quand on est à l'aéroport de Madrid et puis qu'on voit les sorciers avec leur poudre, ça t'en sentir en train de faire la poudre de Malto. Tant qu'on la sniffe pas, ça va. C'était assez drôle de voir au milieu des gens en train de faire leur petite potion magique. C'était drôle, mais bon. Après ça, la Malto, c'est personnel. Il y a des gens qui... Est-ce qu'on a besoin de ça pour performer ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire 2h30 sans Malto ? Après, voilà, ça c'est personnel. Ouais, moi, effectivement, c'est personnel. J'ai pas d'études à sortir sur l'efficacité de ça, mais c'est parce que j'ai pas recherché non plus. Faudrait qu'on regarde, mais. Puis des fois, on se dit si on le fait pas, peut-être que ça va pas marcher. Des fois, c'est aussi bête que ça. On se dit mais si je le fais pas, peut-être que psychologiquement, tu te serais dit non, si j'ai pas fait ma Malto, ça peut-être moins bien se passer. Ouais, peut-être.
En tout cas, il faut tout tester avant les dernières semaines. Il faut vraiment avoir expérimenté. Exactement. Et c'est ça qui m'a mis dedans pour la route du Louvre. C'était la cure de Malto, justement, que j'ai mal réalisé et qui a complètement fait dérailler le système digestif et la sphère intestinale. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé avec un mood très négatif derrière la ligne de départ de la route du Louvre. Donc ça, c'était un objectif raté de la route du Louvre, de ne pas arriver sereinement. Et puis j'ai broyé du noir toute la course en plus, parce que j'étais sûr que j'allais exploser. Bon, j'explose 200 mètres avant la ligne d'arrivée. J'aurais pu exploser bien avant. Mais donc voilà, ça c'était vraiment l'exemple du truc à pas faire. J'aurais dû la tester aussi avant. Il y a une séance test justement dans le plan. J'aurais dû la tester avant la séance test pour me rendre compte que je la faisais mal, me mettre et puis rectifier le tir pour le jour J. Mais bon, si j'avais fait ça, il n'y aurait pas eu Valence. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Et en termes de récupération, du coup, une fois que vous avez fait vos grosses sorties, notamment je pense à peut-être la plus grosse sortie de la semaine, comment vous faites pour récupérer? Est-ce que vous faites des séances d'étirement? Est-ce que vous prenez un bain froid? Est-ce que vous faites peut-être des siestes? Comment vous gérez votre sommeil aussi? C'est vrai que c'est le sortie long, c'est soit le samedi, soit le dimanche. Déjà c'est bien boire, ça c'est pareil, c'est primordial. Même si on a bien bu pendant la séance longue, il faut bien boire après le reste de l'après-midi. Et personnellement, j'aimais bien me faire un petit temps calme. Donc c'est 20 minutes, allongé, fermer les yeux, ça permet de vraiment recharger les batteries. Et puis voilà, après les étirements, pareil, il y a différentes écoles, on va dire. Il y en a qui vont s'étirer avant des fois, et juste après la séance. Personnellement, moi, ça me convient pas. Je préfère m'étirer 4 voire 5 heures après l'effort. Laisser le temps, on va dire, au muscle qui a été stressé pendant plusieurs heures, de se reposer un petit peu. Et donc, quand le muscle, il est un peu reposé, d'étirer, mais pareil, tout doux, juste pour retrouver un peu d'élasticité dans le muscle. Et des fois, c'est quand même, j'en ai fait quand même pas mal, parce que le fait de faire des séances comme ça, ou des séances de qualité avec de la VMA, de la vitesse, le muscle a tendance peut-être à se contracter. Et du coup, c'est là, ça peut me générer des douleurs dans le dos, voilà. Et donc, ça faisait du bien de m'étirer en dehors des séances pour regagner cette souplesse. Et le muscle, après, pour les autres séances, ça passait mieux. Le coup du froid, c'est une optimisation qu'on pourrait mettre en place, par exemple. Ouais, ça, on l'a pas fait. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Le froid, c'est vraiment bon pour récupérer. Après, il faut du courage de s'immerger dans de l'eau très fraîche. Moi, j'avais pas forcément de trucs après la séance. On faisait la journée, j'avais pas forcément besoin de me reposer. En revanche, rapidement, en fait, pour tenir la route, c'est le sommeil que j'ai essayé vraiment de régler et de me coucher beaucoup, enfin pas beaucoup plus tôt, non, plus tôt que d'habitude, presque dès le début du plan, de se dire voilà, faut qu'à strictement perso, mais moi c'était faut qu'à 10h30 j'arrive à m'endormir pour récupérer. Ce qui fait que j'avais pas forcément besoin de récupérer dans la journée. En tout cas, je ressentais pas le besoin. Non, c'est ça. Et alors pour les étirements, de mon point de vue, effectivement, étirer juste après la séance, c'est pas ce qu'il faut, parce qu'en fait, on demande très concrètement des milliers de contractions musculaires. Le muscle il ressort avec un tonus surélevé, gorgé de sang aussi, parce que c'est là où le corps envoie le sang, parce que c'est là que ça fonctionne. Donc étirer là-dessus directement après, en fait, déjà, tu demandes à ton muscle de faire un truc inverse de son état là, donc lui il a peut-être pas envie tout de suite, et puis comme il est gorgé de sang, le fait de tirer dessus, tu vas un peu aussi purger tout simplement. Donc les étirements, vaut mieux les faire sur une séance à part, ou quelques heures après l'effort, le temps que le corps se soit calmé, et que tu sois disposé à faire les étirements sans risque de blessure ou de limitation de la récupération en fait. Donc faut faire ça à part. Moi je suis pas fait beaucoup d'étirements, pour être honnête. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins entre guillemets raides, et donc moi je sais que si je n'en fais pas, j'ai des douleurs qui vont arriver. Mais c'est par expérience, comme je disais. C'est quand même plus de 15 ans que je cours, du coup on se connaît en fait. C'est aussi peut-être ce qui est bien, qu'on a bien vécu le marathon, c'est qu'on se connaît et on sait à un moment donné, notre corps, il nous envoie des signaux et on arrive à les interpréter.
je sais pas, moi personnellement c'est aussi comme ça que je l'interprète, que pourquoi ça s'est mieux passé cette course-là, parce que je me connais beaucoup mieux. Il y a l'expérience, quoi. Il y a l'expérience, des courses précédentes. Et du coup, pendant cette préparation, est-ce qu'il y a des périodes d'euphorie où, je sais pas, au bout de 4 semaines, vous dites « je le sens, ça va le faire, je vais même aller plus vite que ce que j'avais prévu » Et puis, à l'inverse, est-ce qu'il y a des périodes où vous dites « mais pourquoi je me suis embarqué là-dedans, j'y arrive pas, c'est dur » ou est-ce que vous restez, on va dire, neutre c'est quoi votre état d'esprit pendant cette prépa? C'est quand même long, alors entre 3 et 6 mois, est-ce que ça passe Alors, non, c'est exactement ce que tu viens de décrire sur la première partie. C'est-à-dire qu'il y a alternance de phases d'euphorie où, en fait, on voit les séances sur le papier qui nous attendent, elles nous font des gros yeux des fois. Celle-là, ça va être compliqué. Et puis ça passe. Donc là, on a vraiment une période d'euphorie où on sent qu'on monte en puissance et c'est vraiment sympathique de se dire ouais, j'ai réussi, j'y pensais pas. Et après, il y a des phases où effectivement, quand il y a quelque chose qui va un peu moins bien dans l'entourage, moi je pense à cet été où la qualité de sommeil a diminué. Et donc du coup, les séances, elles ont commencé à devenir difficiles à faire. Et ouais, elles passaient, mais vraiment avec beaucoup de difficultés, plus que... Donc bon, j'étais pas allé me dire qu'est-ce que je fais là. C'était juste à dire bon là il va falloir que je redresse un peu la barre parce que je vois que j'arrive moins facilement. Enfin il y avait pas facile, c'est pas le bon terme, mais j'y arrive moins. Donc non, le côté marathon, non, ça n'a jamais vacillé en fait. Ça a toujours été j'y serai et je vais donner tout ce que je peux. Mais par contre, oui, de voir que les séances, des fois, ça passe un peu moins facilement, enfin plus difficilement. Ouais, ça, des fois, ouais. Alors, tu oscilles. Et puis, une fois qu'on est rentré, que le sommeil s'est rétabli, là, j'ai connu une deuxième phase où, pareil, des séances qui faisaient peur, et finalement, passent. J'étais vraiment motivant, encore plus motivant, en fait. Après, c'est un cercle vertueux, je sais pas si... tu t'enchaînes les bonnes séances, tu dis et puis du coup ça te motive encore plus. Puis quand en fait c'est sur le plan Campus Coach, enfin, sur internet, du coup quand tu tiques en fait tu dis voilà j'ai réussi ma séance, il y a le côté voilà hop je l'ai fait, je l'ai réalisé, on est content en fait de voir 2 semaines et puis la progression, de voir qu'on remplit tout à 100%, même s'il y en a qui sont plus ou moins durs, ça c'est vrai, mais il y a ce côté satisfaisant en fait de dire voilà j'ai fait toutes mes séances de la semaine, j'ai fait il m'a dit de faire 1h10, j'ai fait mes 1h10, j'ai fait mes allures. On respecte le plan, donc on dit si je fais tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison, je suis le coach, en fait c'est ça qui est bien, on délègue au coach en fait, c'est le coach qui prend la responsabilité. Moi personnellement il y a eu juste certaines séances où j'ai un peu douté, c'était sur les sorties longues où on fait beaucoup de l'allure cible, de la vitesse, du marathon, et puis donc on regarde, moi je regardais mon cardio pendant ces séances-là, et puis je disais mon cardio était un peu trop haut, le jour de la course j'arriverais pas à faire ça, je devrais faire 3 fois cette distance-là, mais avec un cardio qui sera peut-être même un peu plus bas. Et on se dit, mais c'est pas possible, ça passe pas là. Après, t'as l'affûtage. Et en fait, après, c'est vraiment, faut voir ça sur tout un cheminement où après, il y a l'affûtage, le corps se repose, et puis après, le jour de la course, on réfléchit plus, et puis on dit, on a fait tout ce qu'il fallait, mais peut-être plus des fois des moments de doute, de dire, est-ce que je vais y arriver? Ça me semble être un peu difficile, même si, personnellement, toutes les séances, toutes les allures, j'ai pu bien les passer, mais c'est peut-être des fois de dire, est-ce que j'arriverai à tenir avec mon cardio sur le jour de la course à cette vitesse-là, parce que on dit quand même des vitesses, on se dit, waouh, c'est fou, quoi. Ouais, c'est vrai que là, t'as le côté, après, c'est à la sensation qu'il faut y aller, et faire confiance, effectivement, au plan, parce que tu as une bonne phase d'affûtage où là en gros l'idée c'est de gommer toute la fatigue chronique que tu développes à enquiller des séances pendant des mois pour en fait arriver on fire le jour J, et en effet quand c'est bien conduit l'affûtage, c'est une phase périlleuse, mais quand c'est bien conduit tu te retrouves à courir à une vitesse que tu pensais pas forcément tenir au départ et à des niveaux cardiaques qui sont quand même plus bas que ce que tu as fait pendant ton plan. Donc c'est vraiment, tu as un pic de forme, tu le sens bien. Ça, c'est le pic de forme. T'es le jour J, quoi. C'est le bon jour, quoi. Et donc, juste un peu avant le jour J, on nous annonce que les inondations pourraient mettre un peu à mal la tenue du marathon.
Comment vous recevez Là, cette info Nous, on l'a eu 3 semaines avant. 2 semaines. Ou 2 semaines, en disant attention, voilà, enfin, les inondations. Donc, bah, déjà, on pense aux malheureux. Ouais. Il y a eu une vingtaine de morts, 200 morts. 220. 200, oui, 200. Donc, bah, genre, on pense plus à eux, en disant, nous, quelque part, on a juste pris un Complètement ticket, accessoire. c'est tout, c'est pas grave. Voilà, on s'est peut-être entraîné, mais quelque part, c'était bien qu'on s'entraîne. On pense plus aux malheureux. Après, voilà, on se dit, bah, on est dans l'attente si la course va se maintenir. Donc, on l'a su, je sais pas, c'était peut-être une semaine avant. 15 jours avant. Ou 15 jours avant, et qu'on a eu vraiment la confirmation que c'était maintenu. Et donc, oui, il y a eu ce stress-là de voir si la course allait être maintenue par rapport à ça, quoi. Ouais, moi, je m'attendais à ce que ce soit annulé. Ça aurait pu être compréhensible. On l'aurait accepté, donc oui, c'est annulé, c'est normal. Le choc psychologique, je pense, dans la population, ça aurait été normal, et je pense que les coureurs l'auraient compris en disant, bah oui, ok, ceux qui sont, ils s'inscrivent l'année d'après, voilà. Ça aurait pu être logique, quoi. Ouais, moi je pensais que ça allait être annulé, ouais, effectivement. Donc après l'impact sur parce que là tu arrives dans le money time justement, où tu es à la fin de ton plan. Alors, il y a une séance test. Donc moi j'étais resté dans l'idée de quoi qu'il se passe, cette séance test elle va se faire. Et si c'est annulé, eh bien j'irai le faire sur le bord de la 2. Voilà. je ferai des allers-retours. Voilà, en plus il y a des bandes kilométriques au sol parce qu'il y a le marathon du Louvre qui passe là, donc j'irai le faire. Il y a eu quelques aides qui ont été proposées potentiellement pour essayer de réaliser ça. Donc moi je suis parti du principe que ça allait être annulé. Donc au départ ça allait. Et il y a juste, alors, après la séance test où là pour le coup on commence l'affûtage, et il y a une séance où j'ai pas eu la niaque, et en fait je me suis dit peut-être que c'est parce que je sais pas comment ça va se passer, à quelle sauce on va être mangé, donc peut-être ça a un peu fait fléchir mon engagement par rapport au plan, enfin par rapport à l'entraînement globalement, mais non, moi je partais du principe que ça allait être annulé, donc tant pis, j'ai essayé de trouver une autre solution pour essayer de concrétiser le projet. Donc ça m'a pas trop perturbé. Et après, quand on a su que c'était ok, t'es content. tu relis 3 fois le mail pour être sûr. Déjà, est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui s'amuse à nous envoyer un faux mail? C'est savoir est-ce qu'on peut avoir des problèmes même sur place, parce que les courses sont maintenues, ok, là on s'est dit est-ce que l'hôtel il est impacté, est-ce que les transports ça va être impacté, du coup après il y avait des à côté il fallait vérifier que ça allait tout bien se passer sur le week-end, quoi. Mais en fait, dans Valence même, il n'y a rien eu. Voilà. Il n'y a rien eu. Donc, du coup, vous êtes arrivé combien de temps avant, sans aller trop vite, la dernière semaine vraiment. Donc là, je sais pas, on est lundi. Quelles sont vos dernières petites choses à faire? Qu'est-ce que vous... Quelques séances d'entre... il y a plus grand chose à faire. C'est la fin de l'affûtage, donc ça va être des séances de 30 minutes avec quelques accélérations. Voilà, des petites piqûres pour contenir, pour garder le corps bien éveillé. Tout ça, bien mobilisé, effectivement. De bien dormir, de bien récupérer. Ça, c'est hyper important. Bien dormir, bien s'hydrater. La cure de Malto. Avant le décollage, vous êtes parti quand vous êtes parti vendredi? On est parti vendredi matin. Moi, c'était ma 2e cure de Malto. En fait, la cure, tu l'as fait jusqu'à la veille du marathon. Donc, c'était jeudi, vendredi et samedi. Donc 1,5 litre ici, 1,5 litre à cheval entre la France et l'Espagne, et 1,5 litre en Espagne. Et après, voilà, c'était parti. Mais non, la dernière semaine, c'est vraiment, surtout effectivement, déjà se dire ne pas tomber malade. Enfin, déjà les semaines précédentes, déjà ne pas tomber malade, parce que mine de rien, avoir enquillé tout ça, aussi ça affaiblit tes défenses immunitaires, donc t'es plus susceptible de choper quelque chose qui traîne. Pas se blesser, soigner le sommeil, une cheville ou un truc comme ça, on pense peut-être un peu plus à dire faut faire attention, je prends pas trop de risques en fait. Et soigner le sommeil et bien s'hydrater, et voilà, après faire les petites séances qui sont proposées effectivement pour tenir le corps mobilisé. C'est ça vraiment la dernière semaine. Vous arrivez sur place et là vous avez encore quelque chose, vous avez encore une sortie à faire le vendredi ou le samedi? Le samedi. Un footing d'activation, comme on appelle ça. Samedi matin, on l'avait fait. Ouais. Samedi matin, c'était très sympa dans un parc. Ouais, pas très loin.
Dans quelle ambiance 20 minutes, vous êtes quoi. quand Alors là, on est vraiment à l'écoute de Ouais. tous les signaux, de se dire, ok, est-ce que très tout tranquille, est au ouais. taquet? Ouais. Alors quand on l'a fait à quelle heure? 8h, 8h30, je sais plus. Ouais. à quelle- Moi j'avais les jambes dans le coton. Je me dis, punaise, la montre, elle m'avait que je courais vraiment pas vite, quoi. Je me dis, mince. Là, t'as une petite dose de stress quand même, je me dis quoi. Donc ouais, non, j'étais pas très serein. Ouais, ça, tu l'as rallongé, toi. Et ouais, j'ai pour. Après, c'est parce que t'allais dans des vitesses, qui étaient plus hautes que lui. Ouais, mais bon, même ça, moi, j'étais pas. Et puis après, tu dis, bah, on va aller chercher le dossard en fait. Donc le dossard, et on a eu de la chance, on est arrivé au dernier bon moment peut-être. On a quand même mis 1h30 pour le dossard, donc tu te dis 1h30 debout. De À piétiner. À piétiner. À piétiner. C'est pas bon ça. Même si c'est très bien organisé, il y a Tu prends un petit coup de malto, non, c'est pas bon. 35 personnes qui viennent chercher le dossard sur Ouais. une journée, ou peut-être un peu le vendredi, mais Enfin, tabouret pliant pour la prochaine. voilà, c'est D'accord. ça. Ouais. C'est ça, ou faire des allers-retours, histoire de marcher. C'est mieux de marcher que de rester debout. Finalement, je pense pas que ça a été trop délétère Non. pour le corps. Non, mais sur le coup, quand tu le vis, tu t'y penses. Ouais. Tu te dis, c'est. Oui, donc le reste de la journée, finalement, vous êtes plutôt à Plutôt rien calme. faire. Enfin, où On a fait une petite on marche visite un de peu, Valence, mais pas- On a fait un peu de le marche. centre. Un peu de marche Très en joli. Valence, et après on est rentré tôt à l'hôtel Mhm. pour manger tôt. Se Et coucher puis, tôt, se coucher tôt, Faire nos ouais. plans, donc comment ça marche demain matin. Qu'est-ce Voilà. que vous mangez alors la veille? Vous avez ramené des trucs? Vous mangez sur place? Alors ça c'était aussi peut-être... Chacun mange sa popote ou vous faites un truc commun? Comment ça se passe? On a trouvé un petit, qu'on appelle ça un Pokéball. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était logé à l'hôtel, en fait. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, tu avais quand même le côté bouffe à pas gérer. Au départ, on avait pris un Airbnb, donc, ce qui nous Ouais, aurait ouais, demandé ouais, de faire des courses. Donc, voilà, et là, du coup, la question de la popote perso, elle se serait peut-être posée. Là, en fait, le repas, il n'y avait pas de repas le soir à l'hôtel. Des petits déj. Mais par chance, on a trouvé un petit resto qui faisait des pokéballs, donc à base de riz. Donc Mhm. diététique, Ça nous convient avec bien. du riz. On peut Voilà. choisir dedans ce qu'on y met. Mhm. Donc, Ça, c'était vraiment très parfait, bien. quoi, en fait. Donc voilà, pas trop popote, c'est plutôt aussi le matin où il faut, voilà, qu'est-ce qu'on prend comme petit-déj. Bon, encore une fois, tester Oui. à Ça l'entraînement. c'est personnel. Voilà. Ouais. Moi j'ai le gâteau sport. Je sais pas si vous avez fait le gâteau Moi, j'avais sport. fait un gâteau Ça, sport. t'as fait gâteau aussi, sport, ouais. ouais. Enfin, une crème sport, on va dire. Donc là, vous avez ramené parce que vous Ouais, êtes là, à l'hôtel on a en ramené. petit-déj, c'est des viennoiseries quoi. Donc ça, pareil, c'est ça. il faut ramener, il faut les avoir cuisinés avant. C'est pareil pour la petite anecdote. Moi, je l'avais fait cuire avant, donc en France. Donc après, voilà, ça. Parce que sinon, quand j'avais fait le marathon de Rome, donc on est arrivé là-bas avec ma poudre. Dans Airbnb, il n'y avait pas de micro-ondes. Donc j'ai dû faire cuire ça au four. Enfin, ça avait une consistance innommable, mais voilà. Donc des fois, il vaut mieux tout anticiper, de dire ah oui, mais donc si j'avais pas de micro-ondes, comment je peux faire? Donc de pas avoir la mauvaise surprise sur place. Donc on avait déjà tout préparé pour dire le matin, voilà, je vais boire ça, je vais manger ça le dimanche matin. Ouais. Moi, c'était plutôt une crème. Alors, j'étais venu avec les becs doseurs. Ah oui Il aussi. fallait mettre 100 ml dans les 2 cuillères de. Ok, d'accord. J'étais venu avec mon petit truc, versé religieusement, j'ai bien regardé. Il fallait surtout pas que ça dépasse. Après, tu mélanges et puis tu regardes l'heure parce que c'est 1h30 avant l'effort. Voilà. Et après, tu fais une petite boisson d'attente pour s'hydrater Puis régulièrement. on était très tôt aussi. On est arrivé tôt sur place. Ouais. sur C'était les quelle lignes de heure départ. le départ? 8h écart les élites. Si je me ou 8h, je sais plus les élites, c'était quand. Après c'était échelonné mais en fonction des sas. Ouais, et puis tu avais un départ tous les 10 minutes après. Moi, je crois que c'était 8h25 mon départ, ou 8h15, non Non, 8h25. 8h25. C'était au moins 30 minutes après toi, je crois. 8h25, ouais. Et vous êtes levé à quelle heure alors? À 5h? C'est possible, hein. 5h30, 6h. Bah si, de toute façon, attends, la navette a été à quelle heure? Comment vous arrivez à dormir d'ailleurs la veille? Parce que Bah, attendez, vous êtes on est un peu excité. Souvent, ce un qu'on peu dit, c'est survolté, que hein. la veille, si on dort pas bien, c'est pas grave parce que Tu fais une croix sur ta dernière nuit, en parce fait. qu'on sait c'est très pas- bien qu'il y a l'excitation, on est en train de ruminer, de dire bah, demain, à quelle heure faut que je me lève, faut que je mange ça, il faut que je pense ci, à ci, à ça. Donc on rumine à ça. Mais après, c'est que la veille au soir aussi, on a préparé un peu religieusement toutes nos affaires. Le dossard, les chaussettes, dans la chaussure, enfin on a vraiment tout. J'ai dormi habillé avec les chaussures. Et les chaussures. On a préparé tous nos repas, enfin vraiment pour avoir le moins de choses à penser le matin. Et ouais, donc la veille au soir, même si on s'est couché peut-être à 10h, on était à 10h, non, on dort pas forcément très bien. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir bien dormi la semaine avant. Ça c'est très important. De ne pas avoir déficit. C'est ça, de rater la dernière nuit, c'est même pas stressant en C'est fait. C'est pas- comme ça. c'est- C'est que de toute façon, on va être énervé. De toute façon, on va se lever tôt le matin, et puis voilà. Hmm.
Et du coup, les derniers, avant de quitter la chambre, les derniers trucs, comment on vérifie que tout est ok, à quel moment on sait qu'il faut partir, faut pas arriver trop tôt non plus sur la ligne de départ pour pas piétiner, mais il faut pas être à l'arrache. Pas avoir froid aussi, pour pas arriver là, parce qu'il pouvait faire froid aussi quand on est arrivé, donc c'était aussi la crainte. Bah alors après, il y a le côté, là il y avait, bon, comme dit Christophe, la préparation fait que, voilà, une fois que les boissons sont prêtes, une fois que tu as fait ton gilet, une fois que tu l'as testé, tu sais que tu n'as plus qu'à l'enfiler. En fait, c'est vraiment une préparation de la veille. Donc le côté est-ce que je suis prêt, en fait, ouais, c'est un dernier tour aux toilettes là. C'est vraiment l'ajustement de dernière minute pour se dire on est fin prêt on est fin prêt. Et après je dirais, bon, moi c'était une première fois donc pour Valence, donc en fait j'ai l'impression que tout s'est déroulé sur les dernières heures avant le départ tranquillement. En fait, la navette, elle est venue nous chercher tôt. Donc, on s'est dit quand même, ça va faire tôt. Je crois que c'était à 6h30, il me semble. C'était vraiment tôt. Et on s'est dit, ouais, on va quand même patienter pas mal de temps. Finalement, tu te rends compte que tu arrives là-bas. Déjà, tu cherches où aller mettre ton sac de décharge, c'est-à-dire le sac que tu vas récupérer à l'arrivée. Donc, déjà, ça, on a quand même perdu pas mal de temps. On s'est mal orienté au départ. On avait une flèche sac, mais on a compris assez tard que c'était les sacs des sas d'après. Nous, nos sacs étaient plutôt du côté de la ligne de départ, donc on est revenu, on a posé le sac. Je me souviens quand même d'un moment de se dire on va prendre chacun notre côté pour trouver, parce que nos sas n'étaient pas les mêmes, donc du coup les dépôts de sacs n'étaient pas les mêmes. Donc au final tu te retrouves à marcher un peu plus vite, et puis finalement tu regardes ta montre, tu dis en fait dans 30 minutes, 35 minutes on part. C'est vrai qu'il faut s'échauffer aussi. Il faut s'échauffer. Alors, c'est un marathon, c'est si important de s'échauffer. Voilà, pas partir en disant c'est long, non, il faut s'échauffer quand même. Et donc, moi, perso, là, ça me convient bien. Parce que j'ai pas envie de poireauter 1 heure derrière la ligne de départ. Je vais arriver, attendre 5 minutes, 10 minutes, pas plus, et partir. Donc là, ouais, bon, du coup, j'ai juste peur de me perdre dans Valence pendant l'échauffement, parce que je suis vraiment pas bien orienté. Mais voilà, je fais des boucles, des allers-retours pendant 20 minutes et j'arrive dans la ligne, derrière la ligne, dans mon sas. Je crois qu'au moment où j'arrive, j'entends l'hymne espagnol et je comprends que c'est les élites qui partent à ce moment-là. Voilà. Et donc je crois, du coup, je rentre à 10 minutes ou 15 minutes dans le sas avant le départ. Donc là, et donc pour répondre à ta question, finalement, au départ, on a l'impression qu'on va perdre pas mal de temps entre deux, mais comme tu connais pas les lieux, tu connais pas, en fait, ça passe super vite. Et finalement, c'était pile, enfin pour moi, c'était pile poil. Puis toujours le dernier petit pipi, voilà. Petit pipi de la peur. C'est ça. C'était trop drôle parce qu'au départ, en plus, on était entre guillemets parqués avec des grilles pour tous les coureurs. Et il y en avait plein, dont moi, en disant, on demande de devoir écarter les grilles, donc les vigiles disent non, si, parce que j'ai vraiment envie, là je peux pas. Du coup, pour qu'on puisse aller faire les derniers pipis de la peur, enfin, ce genre de choses. Donc c'est bien d'anticiper le plus possible et de prendre, d'arriver tôt en fait. Ouais. Et une fois, du coup, ça y est, vous êtes dans votre sas. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, là où vous n'êtes pas tout seul, il y a plein de monde. Est-ce que vous regardez les autres? Est-ce que vous parlez avec certains? J'ai vu qu'il y avait 5000 Français. Je me dis peut-être que vous avez eu des collègues dans le francophones. Est-ce que vous les jaugez? Est-ce que vous scrutez votre montre? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Je me dis, allez, j'ai le TS en fait. Je me dis, de toute façon, là, on y est, c'est tout, faut profiter. Je regarde le ciel, je suis content, je vois qu'il fait beau, enfin, je vois tout positif. Les gens, ça va. Je dis, bon, allez, c'est parti. En fait, il y a on se dit, ça y est, on y est, quoi. On se dit, ouais, ça fait plus de 3 mois qu'on s'entraîne, qu'on en a parlé pendant. Enfin, on s'est inscrit, c'était en janvier ou février, donc on dit, ça y est, c'était il y a 11 mois qu'on s'est inscrit, ça y est, on y est là, on y est, c'est maintenant, quoi. Et puis voilà, puis après, ça part, quoi. Ouais, après, regarder les autres, bon. Ouais, un peu pareil aussi, impatient. Ouais, impatient, moi je kiffe aussi, je regarde tout autour, je vois que c'est rempli de casquettes, de gens qui sont, voilà, c'est génial de se retrouver à cet endroit-là entouré de, je me dis je vais faire une belle balade avec 35 000 copains, ça va être cool. Ouais. Donc il y a vraiment le gros kiff, et puis il y a le fait de se dire ça y est, j'y suis et je suis serein. Comment dire, c'est pas le côté je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, je suis serein et je vais le faire. Non, c'est le côté de dire j'ai fait tout ce qu'il fallait, donc j'ai pas en fait le droit d'avoir peur. J'ai fait tout ce qu'il fallait.
Là, pour le coup, la cure de Malto s'était bien passée. Le plan s'est bien passé, je me suis pas blessé. Même au niveau de la météo, pendant le plan, on a eu une petite appréhension sur l'été. On avait eu quelques étés vraiment très très chauds. Puisque moi, du coup, le plan en lui-même, il a démarré mi-avril. Donc il y a l'été entre deux, donc j'avais un peu peur de ça. En fait non, la météo elle a été plutôt clémente, ça nous a permis de toujours nous entraîner correctement à des heures correctes, on est bien réveillé, on est bien dispo. Donc je me rappelle de tout ça, je suis vraiment très content et très serein parce que j'ai fait ce que je pouvais. Advienne que pourra, et il fait beau. Il n'y a pas de vent. Et moi, il y a quand même un truc aussi, je suis très content. Quand tu disais de regarder les autres, alors c'est pas forcément regarder les autres pour dire physiquement est-ce qu'il est fort ou quoi, tout ça, pour moi, des fois, ça veut rien dire. Des fois, il y a le physique ne veut pas, faut pas regarder le physique par rapport à ça, mais c'est surtout les nationalités. Moi, ça m'a impressionné de voir que, voilà, on est sur une course internationale. Et on fait quand même beaucoup de courses, peut-être en France, donc courses du village, tout ça, donc on n'est que des Français, mis à part peut-être le marathon de Paris, où là, c'est international, mais là, quand on regarde, voilà, il y a des Japonais, il y a vraiment tous les continents. Et on se dit, waouh, les gens, ils viennent du monde entier, ils viennent à Valence, et j'en fais partie. Moi, c'est ça aussi, ça m'avait... il y avait des groupes de Mexicains, c'était entre amis ou quoi, qui étaient venus ensemble. Il y avait des Grecs aussi qu'on avait rencontrés. Des Grecs aussi. Et c'est ça qui dit, waouh, c'est génial, en fait, tout le monde qui se réunit dans le monde entier, et nous, on en fait partie pour une course, en fait. Avec cette passion commune. Cette passion, c'est ça que moi, j'avais trouvé ça chouette, en fait. Quand on avait tous notre petit drapeau... une petite fierté, quoi. On est français, on est là. C'était bien ça. Ouais. Et du coup, pendant les 42 km, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous reste au fil de la course? Parce qu'en fait, vous n'aviez pas de supporters dédiés cette fois-ci sur le bord. Est-ce qu'il y a des choses qui ont, je sais pas, une animation, un moment particulier où vous vous êtes dit, ah bah, ça j'ai envie de m'en souvenir? Est-ce que vous avez un moment à partager? Les Espagnols, ils sont très fervents. Enfin, on dit que c'est la Ciudad de Running, je sais plus comment. En tout cas, c'est la ville de la course, en tout cas, tu peux en dire. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment à fond. Ils sont à fond dans la course à pied. Ouais, plein de trucs à retenir. Sur les 42 km, il y a très peu d'endroits où il n'y avait pas de spectateurs. Et donc, pareil, on s'était dit, pour parler des inondations, on avait notre crainte en disant, est-ce que les gens, les locaux, ils vont peut-être dire, c'est un peu, est-ce qu'ils vont sortir, dire, est-ce que, voilà. Mais en fait, non, ils sont contents que les gens fait le déplacement, parce que ça amène aussi, niveau financier, ça les fait vivre, et ils sont contents que les gens viennent dans leur ville. Et donc, il y a vraiment une grosse ferveur de course à pied, ça c'est vraiment plaisant, les encouragements, et ils n'encouragent pas que les Espagnols, ils encouragent toutes les nationalités. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc après, un élément dans la course, après on connaissait pas vraiment le parcours, donc c'est difficile de se dire. Mais ouais, moi j'ai trouvé une super ambiance, beaucoup de sons, des très grandes avenues, très longues. Donc des gens pourraient dire ouais c'est un peu monotone, mais moi je trouvais ça génial parce que voilà, on regardait devant, c'était très long, plein de coureurs. Et puis avec des DJ des fois sur plusieurs kilomètres qui s'enchaînaient. Et il y avait une avenue avec la musique, ça mettait le peps, c'était vraiment trop bien. Moi, ouais, plein de souvenirs. Alors déjà la ferveur, les Espagnols, vraiment, ils sont chauds quoi. C'était cool. Je me souviens d'une arche pendant la course autour du 30e kilomètre en disant voici le mur, tu vas l'éclater. Je trouvais ça génial. La gentillesse des bénévoles, en fait, on a vraiment l'impression d'être privilégié, tout simplement. C'est pas, comme je dis plusieurs fois, c'est pas genre voilà, t'es là, t'as fini ta course, tu prends ta médaille, ton t-shirt et tu dégages. Non, c'est vraiment, on arrive là, on est applaudi par les bénévoles. Avec le sourire. Ils nous félicitent. Avec le sourire et tout, vraiment. C'est vraiment un accueil. Voilà, les 42 km sont valorisés en fait. De ce point de vue, c'était vraiment très très bien organisé, malgré la machine énorme de 35 000 coureurs. C'était. Puis après, sur le plan plus perso, faut quand même dire que j'ai kiffé courir. C'était cool, quoi. Pourquoi ça monte? C'est bienvenu. Mais du coup, je rebondis sur l'histoire de l'arche du 30e kilomètre. Finalement, vous en parlez ni l'un ni l'autre. Vous avez réussi à gérer votre apport de glucides pour justement pas sentir ce 30e un peu mur. Pendant la course, il y a le mur, comme on dit, on sait jamais. Enfin, on peut pas dire à l'avance je vais l'avoir ou pas. Non, c'est sûr, je l'aurai pas. C'est une crainte quand même. C'est une crainte en fait. Et moi, c'était ça. En fait, on arrive, le 20e kilomètre, on arrive au semi, on dit bon, je suis très bien.
je suis dans mes allures, tout va bien, le corps. 25, pareil, tout va bien. 30, ah ouais, ça continue d'aller. Après, faut pas se cacher, c'est quand même dur. Quand on dit, c'est on termine pas en accélérant comme des nains, mais on sait que c'est dur, mais le corps, il ralentit peu. Enfin, moi, c'était mon cas, j'ai peu ralenti, j'ai quand même une allure assez constante. Et donc, on dit, bah ouais, ça le fait. Et en fait, plus on avance, plus on dit, bah ça le fait. Et après, quand on arrive à 32, 35, alors on se dit, bah il peut plus rien arriver. Enfin, moi, je dis, c'est bon, il me reste 7 km. Bon, j'ai pas la capacité d'accélérer, de faire un negative split et puis d'accélérer sur la fin. Je pouvais pas, mais je disais, si tu gères ton effort. J'avais dû à un moment donné peut-être changer aussi ma mécanique pour courir, parce que je sentais que la chaîne postérieure était vraiment, j'avais très mal. Donc du coup, j'avais essayé de plus solliciter les quadris. Enfin, c'était dans ma tête, il fallait que pour garder cette vitesse. Et après, voilà, on se dit 35, 36, c'est bon, ça va le faire. Après, il y a la dernière ligne droite, les 2 derniers kilomètres, avec en plus, comme je disais, c'est côté Tour de France, où là, il y a un public très serré sur la fin, où vraiment, il y a peut-être 2-3 mètres, pas plus, quoi. Et nous, un entonnoir, nous, on passe au milieu, les gens qui nous applaudissent, on a l'impression d'être en haut du Tourmalet, ou je sais pas, c'est le meilleur de l'univers, il y a c'est ça. On peut dire, on peut pas marcher à ce moment, on peut pas marcher, ça va être dur, mais t'es porté, quoi. On est porté, là. On peut pas lâcher, donc c'est sur les derniers kilomètres. Vous scrutez votre montre pendant le... Pardon, ouais. Ah, ouais. Non, pour le mur, pour répondre sur la question du mur, moi je l'avais pas connu à la Route du Louvre, sauf aux 200 derniers mètres où là il y a eu complètement un abandon. Là. Bon, c'est venu aux 200 derniers mètres, c'était plutôt bien du coup. S'il fallait en avoir un, je préfère l'avoir aux 200 derniers mètres. Mais non, le mur, j'y ai pas pensé au mur. En fait, j'ai vraiment kiffé courir à cette vitesse-là. Enfin, alors tu me verrais sur les photos parce que t'es mitraillé de photos sur le parcours. Hein. Tu vois que j'ai un visage quand même assez fermé. C'est parce que je suis concentré. Et ouais, tu vois que ça marche bien, donc t'es content. Donc c'était vraiment le gros kiff. Et moi, par contre, j'ai quand même pris un tout petit muret sur le 34, à partir du 34e. Mais je suis content de l'avoir accueilli sereinement. J'ai pas explosé. Parce que j'aurais pu perdre beaucoup plus au niveau de l'allure, parce que j'ai compris pourquoi j'ai eu le fameux pipi de la peur que j'ai fait également. Mais en fait, dès le départ de la course, en fait, j'avais une stratégie de prendre une gorgée par kilomètre. Et en fait, très rapidement, au bout du premier kilomètre, je prends ma gorgée et là, j'ai une envie d'aller faire une petite commission, un petit pipi. De la course, on va dire ça comme ça, on va l'appeler comme ça. Et c'est une sensation en fait qui est présente jusqu'au 25e kilomètre et qui est quand même assez envahissante, au point de me dire, c'est peut-être un peu le regret que j'ai par rapport à Valence, c'est que j'ai pas eu l'esprit de me dire, tant tu viens de le faire, ton pipi de la peur, t'as beau avoir envie, non. Et c'est plutôt, ça m'a fait dire, si je continue à boire comme j'ai prévu, je vais devoir obligatoirement m'arrêter. J'avais pas envie de m'arrêter. Et donc du coup, j'ai moins bu que prévu. Et en fait, je le paye au 34 où effectivement, je faiblis, et j'expose pas mais je faiblis. Et puis je me dis, c'est tout, c'est comme ça, c'est parce que tu payes le début de ta course. Donc je suis content de l'avoir accueilli sereinement. Et en fait, finalement, je fléchis un peu, mais pas trop. J'ai un peu plus, moi j'ai à cœur de faire une course équilibrée. Donc j'aime bien quand ça se passe comme ça. Donc là, je perds 2 minutes entre le premier et le deuxième semi. Donc c'est pas aussi équilibré que ce que j'aurais aimé, mais effectivement les difficultés commencent à arriver à 34-35 km où là tu commences à rentrer dans le dur et te battre. Moi j'ai pas pu me dire qu'il n'y a rien allait m'arriver parce que je savais pas comment en fait ça allait continuer de décliner. Finalement j'ai décliné puis j'ai maintenu le niveau. Mais j'ai pris effectivement un peu le mur, effectivement. Mais bon, une fois que tu le comprends, après c'est pas très très grave. Donc non, et puis après oui, alors la question sur la montre du coup, moi je la regarde à tous les kilomètres. Je regarde pas entre deux. En fait après c'est pareil, c'est encore une fois l'avantage de faire un programme lent, c'est que tu intériorises la vitesse. Donc tu sais à quelle vitesse tu cours, limite à 5 secondes près quoi. Donc c'est ton allure moyenne. Enfin après il y a différents cadrans en fonction des montres. Enfin il y a l'allure moyenne on sait précisément si c'est par rapport à l'objectif. Puis après comme je dis, chaque kilomètre tu vérifies que tu restes un peu dans ton allure,
que tu ralentis pas sur les kilomètres. Et puis... Donc, ouais, la montre, en fait, au départ, avant, sur mes courses, j'avais tendance à trop me fier à ma montre et de me dire ah là, je vois que je suis un peu trop rapide, donc je vais ralentir. Ah ouais, mais là, je suis maintenant en dessous, donc je vais remettre un petit coup. Et puis, en fait, le fait de ne pas être constant, tu dépenses beaucoup plus d'énergie. Donc, du coup, la montre, maintenant, c'est un peu plus de côté le jour J, où vraiment, ouais, tu jettes un coup d'œil rapide, mais... Et puis, il faut profiter, moi, je dirais aussi. Si on court, puis qu'on est un peu en bonne machine, de dire ah, il faut que je sois à cette vitesse. Enfin, on est là aussi pour profiter, donc lever la tête. Enfin, c'est bête à dire, mais on lève la tête, on regarde un peu les monuments, de voir les gens, de regarder les coureurs, de regarder la foule, de profiter de l'ambiance. Faut pas être non plus totalement hermétique dans sa bulle et sur sa montre. Ouais. Et puis après, la montre, en fait, c'est pas un outil ultra précis quand même. Hein. Oui, il y a un décalage qui se crée entre le panneau et le moment où bip ta montre. Donc en fait, ouais, c'est ça. Puis la montre, en fait, elle bip avant que tu passes le panneau. Ouais. Et moi, à un moment donné, j'avais presque 1 minute 20 d'écart entre le moment où ma montre me bip et le panneau. Donc en fait, t'es complètement paumé. Donc si tu te fies qu'à ta montre, en fait, ta montre, elle peut t'envoyer dans le mur parce que, encore une fois, t'as l'impression de courir pas assez vite, donc du coup, tu remets un coup. Mais voilà, il y a des erreurs GPS, donc vaut mieux se fier toujours aux barrières kilométriques que tu vois sur le parcours. Et tu jettes un œil pour voir si t'es encore dans l'allure moyenne qui est plus importante. Ouais. C'est-à-dire parce que des fois, t'as un ravitaillement, donc tu vas marcher un tout petit peu ou trottiner le temps de boire une gorgée. Mais après, tu perds un peu de temps, du coup, il va falloir accélérer. Donc, peut-être qu'un kilo, tu vas être 2-3 secondes de moins, mais après, tu vas le rattraper après. Donc, il ne faut pas non plus être rigoureux à la seconde près. C'est sur la globalité, la course, ça se voit. Ouais. Du coup, vous passez la ligne, vous avez cet entonnoir, là, l'effervescence, l'ambiance à fond, et là, vous découvrez votre chrono officiel là, sur les grands affichages. Ça vous fait quoi? Vous avez l'impression d'avoir atteint votre objectif? Vous gardez les yeux grands ouverts pour imprégner tout ce qui se passe? Vous appelez tout de suite quelqu'un? Comment ça se... vous attendez les uns les autres? C'était un peu ça, parce que déjà, en fait, à la fin, clairement, je fais que débattre. À la fin, on entend la dire, alors par rapport à mon allure, oui, comme je sais que j'ai un décalage de 200 mètres par rapport au truc, donc théoriquement, je fais ça fort, moi j'arrive. Non, mais j'essaie de calculer en disant, bon, je sais que le 3h15, je l'aurai pas, mais je sais que je suis à 23h, donc c'est bien. Donc en fait, on n'arrête pas de calculer comme ça jusqu'à la fin. Et puis ouais, moi je vois mon chrono, je suis super content, j'arrête ma montre. Et après, bon, comme dans n'importe quelle grande course, que ce soit un marathon, un Ironman, ultra trail, je pense qu'il y a un mélange d'émotions, de douleur quand même, d'avoir mal de la course, de joie, de dire voilà, c'est fait, de satisfaction. Donc ouais, les larmes aux yeux. Bien les larmes aux yeux. Ouais, passer la ligne. Pareil avec les bénévoles, très sympas, ils viennent sur nous, tout ça, pour si jamais on a besoin. Marcher un petit peu, moi ça a été, j'ai pas eu besoin, vraiment, je me suis pas écroulé, enfin ça s'est bien passé. Tout de suite après, ouais, c'est vrai que j'ai appelé en France pour rassurer la famille, je suis arrivé, je suis content. Ça, je pense qu'ils ont entendu à ma voix que j'étais au bord des larmes, j'étais trop content de la course, quand c'était passé, de mon chrono, tout. Donc voilà, appeler Cécile, appeler ma petite maman, et on peut voir, les rassurer, voilà, parce qu'ils sont à distance, ils ont suivi ça. Donc après, c'est ça aussi qui nous porte, on l'a pas dit, mais on savait que dès le matin, on a eu, je sais pas combien de messages, on regardait sur Facebook, sur WhatsApp, ça nous mettait la banane à fond, donc on savait qu'on avait du monde derrière nous, et ça c'est génial. Enfin, pendant la course, on dit on peut pas faiblir, c'est pas possible. Donc voilà, du coup, on va dire d'informer que tout va bien. Et puis après, personnellement, ouais, c'était de passer la ligne, récupérer un peu de trucs. Et puis tout de suite après, j'ai essayé d'avoir Morgane, mais qui décroche pas son téléphone. Je lui ai dit, où? Je lui ai demandé dans quel état il était, je savais pas trop. Cécile a dit, bah si, il est arrivé, il a fait un bon chrono. Bon, j'étais content de voir où est-ce qu'on se situait. Et puis après, de pouvoir le retrouver. Et puis, c'est fait un gros câlin, on était content de se retrouver, on était fiers. Après toutes ces séances dans le garage, on était contents l'un pour l'autre de nos chronos, de comment c'était passé. Et puis voilà, ça c'est pour moi. Ouais, quand ça commence à devenir difficile, il y avait un meneur d'allure 2h50. Donc le meneur d'allure au départ il était devant moi et je le dépasse au bout du 16e, 17e kilomètre. Et quand ça commence à devenir dur, parce que j'étais sur des bases de 2h47, 2h48, je me dis bon, je vais certainement revoir le meneur d'allure 2h50 qui va me redépasser. Et au final il m'a pas redépassé. Je passe la ligne d'arrivée, je suis debout. Yes. Deuxième objectif atteint. Je passe la ligne d'arrivée. Je suis quand même bien entamé. Donc le chrono, je
j'ai pas d'avis sur ce que je viens de faire en termes chronométriques. Je suis content d'être quand même debout et on s'était fixé un objectif, en fait, c'était 4 heures, infirmerie inclus. Là, je réalise que je n'irai pas à l'infirmerie, donc je suis content. Je suis vraiment content, je m'assois un peu parce que j'ai un besoin de m'asseoir. Il y a une bénévole qui vient sur moi pour me demander si ça va, donc voilà. Ça va, et elle m'accompagne en fait sur la suite du parcours. En fait, c'est après organisé en couloir, où le premier couloir, c'est la bouteille d'eau. Donc là, les bénévoles de part et d'autre, donc je crois qu'il doit y avoir 5 ou 6 couloirs pour gérer vraiment tous les coureurs. Donc là, les bénévoles sont de part et d'autre du couloir, vous applaudissent, vous font des halls-là. Enfin, c'est la deuxième série de couloirs, c'est pareil, plein d'applaudissements. On a la médaille en fait, donc pareil, une belle médaille, franchement, une très très belle médaille. Et ensuite, d'autres séries de couloirs où voilà, il y a le sac d'arrivée avec tout ce qu'il faut à manger et encore à boire pour bien récupérer. Et puis là, j'appelle Hélène, je pleure. Tout va bien. J'ai besoin encore de m'asseoir, de me mettre à l'ombre, de boire. Je sens que j'ai besoin de boire en fait, parce que du coup, avec cette histoire de gestion mauvaise au niveau de l'hydratation, je sens que j'ai besoin de boire, donc je bois tout ce que je peux et je sens que ça remonte très très vite. Et j'attends l'arrivée de Christophe et de Sébastien. Et donc j'attends le soleil, il fait bon. Tout va bien, je suis content. En fait, je suis content, la course s'est vraiment bien déroulée. Je partage quelques moments avec d'autres coureurs dans un franglais misérable, mais voilà, on a pu partager quelques impressions. Non, je suis vraiment content de cette journée, de cette course qui s'est vraiment bien passée, du kiff que j'ai eu. Donc ouais, un petit nuage quand même bien sympathique. On regarde les messages qui font vraiment plaisir. Un grand merci, c'était vraiment bien. Donc ouais, non, c'était sympa, c'était vraiment un bon moment. Et puis j'attends Christophe, et puis je vois Christophe, lui, super course, métronome, impressionnant. Donc je suis vraiment content de t'accueillir. Ouais. Et on attend Seb, pour qui malheureusement ça s'est moins bien passé. Donc bon, on accueille sa déception, c'est un peu dur pour nous aussi. On voit l'engagement, en fait, on connaît l'engagement, et puis c'est vraiment dommage que ça se passe comme ça pour lui. Et voilà, on reste heureux, content. Ouais, on est quand même content d'avoir fait. Il était un peu plus mécontent que nous, forcément. Et même s'il a mis plus de temps, c'est que c'est lui qui a même plus mal vécu, même après la course. C'est ça qui. Ouais, il y a ça aussi. Il a vraiment, pour marcher, il a eu très mal. Je sais pas, limite boiter, c'était compliqué quand on prendre un prix de bus, tout ça. Donc, mais après, on a quand même bien partagé. C'était le principal, on avait mis les bières au frais. Ouais. On avait acheté la veille des bières en disant voilà, on rentre, on se fait un apéro. On va se boire une bière. Mais qu'une, hein, parce que c'était compliqué. Ouais. C'était dur. Non, c'était vraiment l'après-course a vraiment été. Parce que du coup, il y a l'après-course, vous restez encore un tout petit peu sur place, et après, il y a l'après-course, vous rentrez. Parce qu'à un moment, il faut quand même revenir. Comment se passe votre atterrissage aussi ici, quoi, quand vous rentrez? Ici. Alors, vous pouvez faire l'aparté sur votre apéro si vous voulez. Après, pour dire rapidement, le dimanche, ce qui était sympa, c'est que comme Valence, c'est au bord de la mer, en fait, on s'est reposé un petit peu à l'hôtel. On a pris l'apéro ensuite. Et après, on s'est dit, ouais, ce soir, on en profite, on va manger des tapas. On veut manger des tapas en Espagne. Il y a la mer, du coup on a été en fin d'après-midi, on s'est dirigé vers la mer. Là-bas c'est hyper bien desservi avec des tramways, des bus, enfin il y a tout. On a fait de la cryothérapie dans la mer, du coup. Voilà, du coup on a été du froid, on a trempé les jambes. On a fait un peu de cryothérapie, on s'est fait un bon resto avec des bons vins, on a profité, même si Sébastien était un peu déçu. Voilà, on a bien partagé à trois sur cette course, de discuter de tout ce qu'on s'était passé, de dérouler. Et puis après, le lendemain, on est reparti tôt de Valence pour reprendre. On a fait un petit tour par Madrid avant pour prendre l'avion. Et puis voilà, puis après, on est rentré lundi soir très tard, vers 23h sur Goncourt. Ouais. Et puis mardi, tu reprends le boulot. Et mardi, on reprenait le boulot. Ouais, mardi, j'ai repris le boulot. Moi, j'ai repris le boulot le lendemain. Ouais. Et lundi. Comment on atterrit? Parce que vous êtes encore sur votre nuage, vous avez toutes ces... on est sur un nuage pendant au moins une semaine, et puis surtout qu'il y a beaucoup de gens qui du coup disent alors comment c'est passé, donc
voilà, à chaque fois, on raconte toujours la même chose peut-être, mais on est content aussi de raconter la course, comment c'est passé. Les gens se disent souvent, bah alors ton chrono, ça a été, comment c'est passé, les inondations, ça revenait toujours. Ouais, et les inondations, voilà, forcément. on les a pas vues. Donc voilà, pendant plus d'une semaine, c'était... Non, c'est les petites mamies qui demandaient alors, bien passé votre course? Bah oui, on raconte aux patients aussi, parce qu'en fait, je les ai peut-être saoulés un petit peu quand même avant d'aller courir ce marathon. Ouais. Donc ouais, en retour à la vie normale, ouais, on reste sur le petit nuage pour l'accueil des enfants, d'Hélène à la maison, de la petite fête qu'il y a eu aussi la semaine qui a suivi, ça c'était vraiment cool aussi. Ça permet de se lâcher un peu. Ouais. Un mois la bière, la malbouffe. c'était vraiment sympa de redescendre. En fait, il y a le côté petit nuage. On est content de ce qu'on a fait. Ça donne. Alors, moi, ça m'a donné envie alors pas forcément de refaire un marathon, mais aussi de se dire bon voilà, ça s'est bien passé. J'ai senti que pendant la prep, j'avais bien tenu, j'ai progressé, donc ça donne envie de repartir après dans une prep. Alors après un moment de repos assez long quand même, et puis il y a les fêtes de Noël qui ont contribué aussi à ce repos-là, donc là maintenant il faut redémarrer, mais voilà, il y a le côté je relâche tout, je cours beaucoup moins, voire plus du tout, du coup je redors plus encore, on partage l'expérience avec les proches, et oui, on reçoit des félicitations ça fait plaisir, ouais, carrément. Non, c'est un petit nuage qui reste quelques semaines quand même. Ouais. Puis tu vas revoir ta petite trace Garmin là, tu regardes un peu les temps de passage, tu te dis waouh, c'était quand même bien. Enfin, le pic de forme dont on parlait, quoi. Tu te dis vraiment, c'était vraiment un pic de forme. Tu remets tes baskets une fois, 15 jours, 3 semaines après, tu te dis oh. C'est important quand même de couper aussi. Hein, mais ouais, faut couper. Pendant tout le mois de décembre, j'ai vraiment coupé pendant plus de 10 jours, j'ai vraiment pas couru du tout. Parce que même si on peut se sentir capable, avec toutes les lésions qu'on peut avoir au niveau musculaire, tendineux, je pense que pas que. Des petits nuages, donc t'as envie d'y retourner en fait. Hein, il faut dire qu'il faut quand même se laisser le temps au corps de se reposer quand même, de bien se reposer, même psychiquement. C'est ça, c'est ça, ouais. Et psychiquement aussi, et après du coup, je sais qu'au bout de 10 jours, je vais faire un tout petit footing, un peu de vélo aussi, pareil, tout doux. Puis voilà, puis après, en fin d'année, il y a l'envie qui reprend en fait, de dire bon, bah allez, on se relance dans un truc. Mais c'est vrai qu'il y a une fatigue psychique aussi, c'est ça, c'est que t'as tellement engagé de ressources, et puis sur le long en fait, hein, qu'effectivement ça érode un peu. Et donc psychiquement, même si physiquement ton corps, alors c'est vraiment ambigu, ton corps il t'envoie peut-être les hormones de la satisfaction, on te dit allez, on y retournerait bien tout de suite là. En fait tu remets les baskets, tu vois qu'en fait non, t'as des petits couacs à droite à gauche, tu sens que t'es pas encore réparé, donc faut pas y aller. Psychiquement tu te dis finalement après la petite sortie que je viens de faire là, alors que tout me donnait envie finalement, non, j'ai plus envie d'y retourner, donc il y a une fatigue psychique aussi qui s'installe et qui tu relâches tout psychiquement, donc il y a après il y a cette petite descente aussi quand même donc faut respecter ça Moi, il me reste 2 questions. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé sur le projet Valence et que vous avez envie de... Si, on peut parler sur l'alcool avant. Ça, je pense qu'il y a une question que les gens se posent. Est-ce qu'on a le droit de boire de l'alcool avant? Et là, je pense qu'il y a plusieurs écoles. Je pense que ce qui est sûr, ça, c'est scientifique, l'alcool n'aide pas. Les gens qui disent ça me fait rien. Je pense que ça n'aide pas parce que ça déshydrate l'alcool. Donc boire, je pense, 3-4 bières la veille d'une course sur un truc comme ça. Peut-être qu'au pire ça fera rien, mais ça, en tout cas ça va pas aider, ça c'est certain. Après je dirais que ça dépend des gens la coupure du nombre de semaines. Je sais pas, toi je crois que t'avais coupé 3 semaines, je crois, sans alcool. 3, ouais. 3, moi j'ai fait une semaine. Ouais, j'avais la 147, j'avais pris 1 ou 2 bières, pas plus. Parce qu'après, il faut être aussi bien, je pense, dans sa tête par rapport à ça, de dire si une semaine avant on a vraiment envie, si on est dans un contexte et qu'on se dit on a envie de boire une bière, ça va pas forcément être gravissime.
Donc ça, je pense, c'est propre à chacun vis-à-vis de l'alcool, quoi, comment on le perçoit. Mais ce qui est sûr, c'est que la veille, si vous buvez, enfin, mangez raclette et une bouteille de vin blanc, franchement, je mets sur le papier, je pense pas que vous ferez votre meilleur chrono de votre vie. J'y crois pas. Non, ouais, c'est ça. L'alcool, moi, c'est pareil. Je l'ai évité sur la fin parce que je sais que ça me fait du bien de l'éviter. C'est toujours pareil. C'est quand on sent que ça te fait du bien, du coup, tu le fais. Moi, ça peut impacter ma sphère digestive. Donc voilà, j'ai clairement identifié. Donc voilà, je le supprime. J'ai pas envie de gérer ça. Puis après, effectivement, ça n'hydrate pas. Et puis, ça tape sur le foie, l'alcool. Mais aussi, le foie est le chef d'orchestre sur tout ce qui est fourniture énergétique le jour J. Donc j'ai envie de le reposer, de le soigner, de pas trop le solliciter pour qu'il fasse son job le jour J. C'est vraiment un aspect important de la performance, on va dire ça comme ça. Donc c'est aussi pour ça que je bois plus. Je veux vraiment laisser mon foie peinard pour qu'il soit prompt au travail, quoi. Enfin, pas au travail. Alors, c'est son job, quoi. Donc ma dernière question, réponse courte si c'est possible. Votre prochain défi pour 2025 ou le défi de 2025, ce sera quoi, le défi sportif? Et puis on terminera là-dessus. Moi, ça sera pas forcément des très grands défis dans le sens, ça sera pas forcément un grand marathon. Il y aura 5 km déjà, le 30 km du NTNF. En nocturne du coup? En nocturne, voilà, en nocturne. Ça c'est vraiment pour partager avec les copains. Et après, un triathlon, on n'a pas encore trouvé la date. Ouais, ça serait bien qu'on fasse un petit triathlon. Ouais. Mais pareil, en plaisir de partager un triathlon. Alors avant de répondre à la question, et je voudrais quand même rajouter un truc, c'est parce que dans tout ce qu'on a décrit, si on fait une synthèse, de se dire, ça peut être plusieurs mois de prep, ça peut être du sommeil du coup géré, une alimentation saine, ça peut être aussi, on arrête l'alcool, et je sais pas, ça peut avoir un certain caractère austère, du coup. Ah ouais. Non mais dans sa tête, c'est des malades. C'est une rigueur, voilà. Et en fait, Christophe l'a dit tout à l'heure, lui ça fait 15 ans qu'il court, moi c'est à peu près pareil, j'ai commencé à courir en 2007 à peu près. Et je pense que si on m'avait dit ça au départ, j'aurais dit non mais j'arrêterai, moi j'ai envie de me coucher alors que voilà. Bon, j'ai pas envie de faire de sacrifices sur les soirées, de sacrifices sur... Donc ça, en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu dans ma petite histoire vis-à-vis de la course à pied. C'est des briques que j'ai, en fait, essayées au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte à chaque fois vraiment que ça avait un impact positif. Je pense que j'aurais été incapable de tenir ça si je m'étais dit, j'aligne tout du premier coup, tout de suite. Il y aurait forcément quelque chose pour laquelle j'aurais pas été prêt, en fait. Donc, et c'est pour ça que ça demande plusieurs essais aussi. Je pense à une course ou un marathon bien réussi, ça demande plusieurs essais parce que je pense qu'on n'est pas d'emblée capable de tenir tout ça sur le long du premier coup. Donc voilà, perso, j'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai testé, j'ai trouvé que ça marchait bien. Du coup, j'ai mis dans ma petite routine de programme. Puis c'est pas nécessaire de faire forcément tout ça. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est enfin, dans l'idéal. Après, voilà, on dit tous que des amateurs, on n'est pas des professionnels. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si quelqu'un dit, oh, mais moi j'ai envie de boire jusque J-2 parce que j'aime bien ça, et, pourquoi pas. Il y a chacun est libre de dire, non, mais moi j'aime bien, je dors que 6 heures. Peut-être, ok, très bien. Donc il n'y a rien, c'est pas des règles gravées dans le marbre. On se dit juste, c'est quand même des choses qui ressortent. On s'est quand même beaucoup, je pense, documenté sur Internet, sur des podcasts, sur tout ça. Donc si avec l'avis de beaucoup de coureurs et d'expérience, on sait que c'est dans l'idéal. Je pense que si on met toutes ces briques-là, normalement, ça se passe bien. Voilà. C'est ce dont on a besoin pour sortir en forme le jour J et être prêt à faire ce qu'il faut le jour J. Après, il faut savoir, on est amateur, il faut savoir se faire plaisir. Ça reste quand même ça. La base de tout, c'est le plaisir. C'est se faire plaisir. Donc après, il ne faut pas que ce soit une contrainte de dire, comme on dit, par rapport à le plan d'entraînement, par rapport à la vie de famille ou quoi. Il ne faut pas que ça vienne tout exploser parce que, non, je peux pas, je suis stressé. Un compromis. Voilà, il faut trouver, c'est des compromis, voilà, en tant qu'amateur. Et la prochaine course, du coup, objectif, c'est l'UTMJ en octobre, fin septembre, début octobre, dans le Jura. On refait le fameux ultra qu'on a fait il y a 1 an et demi pour accompagner un copain qui malheureusement s'était fait la cheville au 7e. Donc là, il a envie d'aller prendre une revanche. Et puis comme la course est vraiment bien organisée dans un cadre magnifique, on a re-signé tout de suite. Donc c'est reparti pour l'UTMJ.
dans 9 mois. Ça représente combien de kilomètres? 175 celui-là. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. On change de registre. Ouais, j'ai besoin d'aller me paumer dans la montagne. Merci, nous arrivons à la fin de cet échange. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé avec moi, avec nous, votre aventure en toute simplicité. C'est hyper inspirant de sentir l'engagement sur la durée dont vous avez fait preuve, la régularité. Vraiment, c'est bluffant et je trouve que ça mérite d'être partagé. Un engagement physique, bien sûr, un engagement moral aussi, avec vous-même et puis avec tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à votre défi. Bravo. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toi d'avoir accueilli. Merci. Merci C'était pour un cette bon initiative. moment. C'était Merci beaucoup. On est flattés. Merci.